Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nurea TV, je suis Guillaume, je suis très heureux de vous retrouver ce soir les amis, pour une émission que nous avions prévu initialement de diffuser en live, vous avez certainement pu le constater, mercredi soir nous avons eu quelques soucis techniques qui nous ont contraints à imaginer cette interview sous une forme un peu différente. Olivier et moi, nous l'avons enregistrée ce matin, nous la diffusons ce soir, et j'espère que vous prendrez plaisir à suivre cette vidéo. Ce que la mort m'a dit, c'est tout de suite sur Nurea TV. Nous voici de retour sur l'antenne de Nurea TV. Je suis très heureux de t'accueillir, Olivier, sur notre antenne. On avait eu l'occasion tous les deux de proposer quelques émissions, mais il y a déjà 2, voire 3 années minimum, pour parler de ton métier, de ta pratique, de ce métier d'embaumeur, tel que toi tu le définis. Et donc tu reviens cette année, pour mon plus grand plaisir, avec un nouvel ouvrage, Ce que la mort m'a dit. Et c'est de ce livre en partie dont nous allons parler aujourd'hui. Donc déjà, sois le bienvenu. Vraiment, je suis très heureux de t'avoir sur notre antenne. Et que dire si ce n'est, rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si tu veux bien Olivier, dans ce livre. Et c'est les échos que j'ai eus aussi sur Internet, puisque j'ai eu plusieurs commentaires à ce sujet-là. Tu te dévoiles beaucoup plus que dans les précédents et on en apprend vraiment beaucoup plus sur ta pratique de ce métier d'embaumeur et sur les phénomènes auxquels tu es confronté, si je dois dire le mot confronté, durant l'exercice de celui-ci. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Est-ce que tu penses t'être livré plus dans ce livre-là ou c'est une continuité logique des révélations que tu souhaitais faire autour de tout ça? Oui, alors c'est vrai que ce livre est le premier où je vais donner certaines informations sur ma personne. En fait, il est dans la continuité, mais en même temps, il est différent donc du premier qui est au port de l'inconnu, dans le sens où c'est parce qu'en fait, j'ai intégré un film qui est passé au cinéma, Thanatos, et lorsque j'ai vu que certaines personnes parlaient, que la parole se libérait sur leur conception des EMI et de la mort en général et en particulier, ben, je me suis dit je vais le faire. Parce que je ne suis pas un être humain qui est animé par l'argent, qui fait des livres à tout va, ni des conférences. Ça a été le facteur déclenchant de passer dans ce film, qui m'a permis en fait de l'écrire et dans le livret maintenant, puisque donc là, nous sommes autour de ce livre ensemble réunis. D'accord. Donc oui, ce film dont tu parles, c'est le film Thanatos, qui a été réalisé par notre ami Pierre Barneria, que je salue chaleureusement ici. On a eu l'occasion de l'accueillir sur Nurea TV pour parler. Et j'avais pu observer effectivement que tu étais au casting de ce documentaire, qui est vraiment un très beau documentaire sur les EMI. Donc ce que je comprends derrière ce que tu dis, c'est que aujourd'hui, tu penses que la parole est plus libérée et que les gens sont plus à même d'entendre les témoignages que toi tu as apportés sur cette vie après la mort et sur tous les phénomènes qui y sont liés. Mais en règle générale, ces personnes qui voient sur la mort, qui sont en contact avec la mort, qui sont différents de leurs semblables, qu'ils soient hommes, femmes ou enfants, ont une vision qui est personnelle et ils sont éparpillés dans le temps, sur le plan géographique. Et c'est vrai qu'il faudrait peu pour que ces gens qui sont quand même considérés comme des gens à part, un petit peu bizarres, il faudrait que ce regard d'opprobre qui est jeté sur eux et de déconsidération qui est jeté sur eux s'arrête. Parce que en faisant comme ça, en disant lui, il est pas bien dans sa tête, et des genres de choses comme ça, eh bien, l'être humain prend du retard dans la compréhension et dans, comment peux-je dire, dans l'approche de la mort. Donc, c'est vrai que ce film m'a. Bon, vous allez vous dire, mais bon sang, Olivier, c'est ce type qui a fait des milliers et des milliers de personnes, qui a besoin d'un film pour prendre confiance à lui, en lui, et écrire un livre. Ben, c'est ce qui s'est passé en fait. Je veux dire, c'est vrai, comme je salue Pierre, parce qu'en fait, en dehors du fait que j'ai pu intégrer une aventure fabuleuse dans ce film qui est passé dans des grandes salles de cinéma en France, ça il faut le préciser quand Oui, oui, même. ça a été une belle aventure. Ouais. Il m'a offert plus qu'on ne puisse le penser sur le plan émotionnel et destiné, puisque le livre a vu le jour.
D'accord, donc le film a été déclencheur de la rédaction de ce nouvel ouvrage. Donc ce que je disais dans ce livre, donc moi je le rappelle parce que peut-être parmi nos auditeurs, il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas encore. Ton métier, c'est embaumeur, tu t'occupes de nos défunts, tu es celui qui les accompagne dans leur dernier voyage avant que ces gens-là soient enterrés ou autres pratiques funéraires. On en reparlera tout à l'heure, on reviendra dans l'émission sur cette définition du terme embaumeur, parce qu'en France on utilise le terme thanatopracteur, il y a une certaine vision de ce métier-là, et on aura l'occasion dans l'émission de développer ta vision à toi, et le sens que tu donnes à ce métier-là. Comme je disais, alors, autre précision sur ce métier d'embaumeur, c'est que tu as témoigné déjà dans plusieurs émissions, plusieurs ouvrages, des phénomènes, on va dire, paranormaux, liées à ton activité, des choses que tu as pu observer tout au long de ta carrière, qui sont assez hallucinantes du point de vue du commun des mortels, des gens comme moi qui n'ont pas l'occasion d'avoir ces manifestations. Et dans tes précédents ouvrages, tu nous racontais au fil des personnes que tu prenais en charge de ces défunts, nombre de manifestations que tu as pu observer. Dans ce livre-là, tu commences d'ores et déjà, dès l'introduction du livre, à te livrer toi personnellement, et on va démarrer par le commencement, ta venue au monde, et là, premier phénomène assez incroyable, puisque tu nous expliques que cette phrase qui résonne encore dans ma tête, où tu dis « je suis mort avant de naître », puisqu'à la naissance, quand ta maman t'a mis au monde, tu es né. Le cœur s'était arrêté, l'accouchement de ta maman a été assez compliqué, et donc toi, dès cette naissance-là, ton cœur s'est arrêté et tu as eu ce qu'on appelle un phénomène d'expérience de mort imminente. Alors nous, on appelle ça les EMI dans l'espace francophone. Dans l'espace anglophone, on parle de NDE. Est-ce que tu peux revenir sur ce premier épisode de ta vie, ce que tu as vécu, comment ça s'est déroulé, et qu'est-ce que ça a entraîné pour la suite de ton développement? Alors, en fait, ce qui m'est arrivé, avant même ma naissance, je l'ai subi. Donc, je n'étais que l'enfant à naître. Vous savez, dans les années 60, lorsqu'un accouchement prend des proportions très difficiles et compliquées, en règle générale, ça se solde parfois par la mort de l'enfant à naître. Et ce qui s'est passé pour moi. Donc, je suis décédé dans le ventre de ma mère. Et c'est mon père, jeune médecin à l'époque, qui, par un geste comment on une intuition, qui a pratiqué donc une césarienne. Et en fait, ça s'est joué à la seconde degré. Pourquoi? Parce qu'il a pratiqué la césarienne. Le temps que je sorte, j'étais en fait déjà décédé. Et il me sort, il me ranime ou réanime, je ne sais pas comment on peut dire. Et il me pose sur une table ensanglantée. Et au bout de 2 minutes, la vie humaine réintègre ma condition, c'est-à-dire que je crie. Alors, les gens vont se dire, mais Olivier Anfours parle maintenant, nous sommes en 2022, d'un événement qui s'est passé avant sa naissance. C'est quand même bizarre et sujet à caution. Il ne faut pas sous-estimer le cerveau humain. On n'en connaît pas déjà 10%. Et c'est vrai que le cerveau humain, dans son approche, dans sa globalité, de son vivant rationnellement normal, est une machine, si on peut dire ça, ou un organisme vivant incroyable. Et c'est vrai que ce fait de mourir, d'être réanimé, a enclenché quelque chose dans mon cerveau, qui a enregistré la scène par cette nuit où je me suis trouvé propulsé dans la salle d'accouchement, en haut, au plafond. Et c'est vrai que, comme je disais, nous devrions mieux peut-être nous rapprocher un peu de cette étude du cerveau que de penser à aller sur la Lune, parce que ça, aller sur la Lune, ça ne sert pas à grand-chose. Laisser mourir de faim les êtres humains à l'autre bout de la planète est une constante de l'être humain, où il faudrait mieux s'occuper de choses primordiales que du superflu. C'est lorsque j'accompagnais ma mère qui disait aller voir une de ses amies qui allait accoucher dans cette même maternité, chose que je ne savais pas. Une fois que nous attendions dans le couloir, la salle d'accouchement a été prise, que son amie est accouchée, c'est à ce moment donné-là que des odeurs, des mouvements dans le couloir m'ont paru familiers. Et c'est là que s'est déclenchée cette scène que j'avais vécue auparavant
et dont je ne pouvais pas en avoir connaissance. Donc À l'époque, c'est une fois enfant, lors de cette visite à l'hôpital avec ta maman pour voir une amie, que le souvenir de ta naissance t'est revenu et que cette expérience de mort imminente est revenue à ta mémoire. voilà, c'est cela. En fait, je n'avais que 4-5 ans, quoi. C'est infiniment petit. À 4-5 ans, on est là, on vit normalement, et c'est, comme je vous l'ai dit, le cerveau est quelque chose d'extraordinaire dans son approche. Il y a ce moment donné-là que j'ai vu, je dis voir, bien voir, pas voir un objet sur le sol qui traîne, mais j'ai vu cette vision, cette forme de séquence comme dans un film. Et je me suis dit, ben oui, c'est moi-même, je reconnais mon père, mon oncle était là, ma mère était endormie, ensanglantée, parce que, vous savez, c'est, comme je le répétais dans les années 60, nous n'avions pas d'autre solution dans des problématiques comme ça que le décès. Ben, c'est ce qui s'est passé. Et c'est vrai que mon père, s'il n'avait pas été là, je pense que je ne serais pas ici à vous parler à tous les gens qui regardent ton émission Lyon pour mon interview sur Nurea TV. Donc là, bah, on peut dire que c'est vraiment tes deux parents qui t'ont donné la vie ce jour-là. Ce sont mes deux parents qui m'ont donné la vie et ça a été non pas un début, mais une continuité. Parce que la vie dans son approche ne commence pas qu'avec le cri du nouveau-né. La vie commence bien avant. Mais ça, tu vas me dire, Guillaume, on va en parler plus tard, c'est une autre problématique. Sur cette expérience de mort imminente, tu sais, ben, notamment on le voit dans le documentaire Thanatos, les gens qui ont expérimenté ce passage de l'autre côté. Alors toi, tu nous décris cette position, c'est-à-dire tu sors de ton corps, tu te retrouves en surplomb de la salle à observer la scène comme un spectateur. Est-ce que tu as aussi eu ces visions qu'ont certains expérienceurs des EMI, de ce tunnel blanc, d'aller rejoindre l'au-delà, de retrouver, de voir des proches au bout du tunnel, où ton expérience d'EMI à la naissance s'est arrêtée à cette situation d'observateur extérieur, c'est-à-dire d'âme décorporé qui observe un corps qui est le sien. Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé à ma naissance, lorsque j'ai, à partir de 4, 5, 6 ans, j'ai une augmentation de la prise de perception, de la prise de conscience sur tout ce qui m'entourait, sur tout ce qui m'entourait de visible et de non visible. Et c'est vrai que j'ai été en contact, j'ai pu voir dans le film Thanatos tous ces gens merveilleux pour la plupart qui faisaient part de leur expérience. Pour certains, ça pouvait être très émouvant, mais c'est vrai qu'après, dans la continuité sur le plan professionnel, j'ai été en contact avec certaines personnes, hommes ou femmes, qui avaient vécu des EMI. Et ces gens-là, à ce niveau-là, se sentaient coupables de quelque chose. Ils n'osaient pas en parler, ce qui est paradoxal, parce que c'était fondamental ce qu'ils avaient vécu. C'est plus fondamental que de planifier, je ne sais pas, les vacances qui vont avoir lieu à l'été prochain. On n'est pas dans le même registre, je suis assez d'accord. Alors justement, tu évoquais le fait que cette expérience-là, dès la naissance, a débloqué des choses en toi, t'a doté de certaines capacités. Parlons-en, puisque dans ce livre, tu parles beaucoup de ton enfance. Première chose qui était nouvelle dans ton témoignage, c'est des expériences que je qualifierais de voyance ou de prémonition. Tu parles notamment de cet épisode avec toi, tu es enfant, il y a un facteur qui vient livrer un colis, c'est toi qui le réceptionne, et puis tu dis à ta maman ou à quelqu'un qui est chez toi, le facteur va mourir, et c'est ce qui se passe presque automatiquement dans les minutes qui suivent. Est-ce que tu peux, voilà, pour que tout le monde se fasse une idée de ces phénomènes de prémonition, nous expliquer comment s'est déroulée cette scène-là, entre autres? Oui, en fait, donc, c'était presque midi, le facteur livre un paquet, donc il sonne, ma mère le regarde du premier étage par la fenêtre, et il dit, bon, ben, Olivier va venir, parce qu'elle savait que j'adorais aller chercher le courrier, comme tout enfant, ça lui fait plaisir, je descends, le facteur me donne donc ce petit paquet, je me rappelle encore, il donne un petit paquet, le facteur dit à ma mère, je vais signer pour vous, bon, moi je remonte, et instantanément, lorsqu'il m'a donné le paquet, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en lui.
C'était pas tout à fait définissable, mais je sentais qu'il y avait pas une perturbation, mais un changement dans son métabolisme humain de continuité de la vie. Je monte, je vois mon père pour une fois, donc il pouvait manger avec nous parce que étant médecin, il était constamment avec ses clients. Et je dis à papa, le monsieur est malade, il va mourir. Mon père me dit, ben non, c'est pas possible. On entend un bruit dans la rue. En fait, le facteur, regardant dans sa trousse sur le côté qu'il avait distribué les lettres, avait traversé la rue, et une voiture était arrivée à toute allure, en faisant moins de bruit que d'habitude, et l'avait écrasé. Et c'est vrai que j'avais vu que quelque chose allait se passer dans la continuité de vie de cette personne. Ça a été un des premiers événements que je me souvienne. C'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'on est clairement là face à des capacités de prémonition. Alors, je dirais, moi, je l'ai vécu normalement, ça. Je l'ai Oui, vécu normalement, comme un gamin de mon âge qui pouvait aller voir la neige tomber à travers la fenêtre, aller voir des copains même si j'en avais pas. Donc, prémonition au sens analyse de la situation. Oui, je crois que tu as raison, on peut utiliser le terme de prémonition. donc Olivier, on parlait de cet épisode de prémonition avec ce facteur dont tu avais ressenti quelques minutes avant son décès que sa vie allait s'achever de manière prématurée. Ce genre de prémonition, c'est assez redondant dans l'ouvrage que tu nous proposes. Tu parles notamment, il y a l'histoire d'un monsieur SDF, puisque très petit déjà, tu as déjà une conscience assez aiguisée de ton rapport à ton prochain et de la compassion et de l'aide que tu peux amener aux autres. Donc très jeune enfant déjà, tu te soucies du sort des SDF, des animaux, etc. Et il y a ce SDF dont tu vas à la rencontre, accompagné de ton papa, pour fournir de la nourriture, etc. Et là aussi, tu vois que ce monsieur, son chemin de vie est sur le point de s'arrêter. Le lendemain, pas manqué, dans les journaux, les titres annoncent le meurtre d'un monsieur SDF, et c'est le monsieur que tu avais rencontré la veille. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Est-ce qu'encore aujourd'hui, parce que là on parle de ton enfance, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que enfant, il y a certaines capacités qu'on a encore, et puis au fur et à mesure, le moule de la société ou peut-être d'autres hypothèses font qu'on perd un peu ces sens-là. Est-ce qu'aujourd'hui encore tu as ce type de prémonition sur des personnes, sur des événements? Oui, à l'heure qu'il est, bon, j'ai quoi, 60 ans, je suis en bonne condition physique, mentale, tout ça, quoi. C'est vrai que c'est une continuité, donc, de par ces prémonitions, c'est une continuité de ma prise de conscience après ma naissance, hein, parce que ça a commencé à partir de 4 5 ans. Ça, c'est une continuité simple. J'arrive à percevoir, en fait, par rapport à la mort uniquement, le futur de la personne, si on peut parler de futur. En fait, il faudrait donner une autre définition de ce qui est réellement la mort, de ce qui est réellement la naissance. Pour comprendre ça, je ne suis plus, disons que ce que j'ai trouvé après ma naissance physique dans ce qui a été enseigné à juste titre comme tous les parents pour rentrer dans la société, la morale, tout ça. Moi, je l'ai pas rejeté en bloc, mais je trouvais que c'était pour moi dépassé, alors que j'étais très 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 jeune. Je respectais bien évidemment mon prochain, mais je pensais que là, ça servait à pas grand-chose, puisqu'il y avait cet autre espace qui demeure en l'être humain. En fait, c'est une dualité qui n'existe pas. Renaissance, vous avez deux choix. Soit vous prenez le chemin de l'abondance où le bruit de la fête foraine va couvrir les bruits des êtres humains qui crient de malheur, de souffrance et les animaux que l'on martyrise sur l'autel de l'indifférence, soit vous allez dans cet autre chemin qui est fait de calme, d'empathie, de sérénité. Et ce chemin vous ouvre des horizons. En fait, ce chemin est bien plus important qu'on ne puisse le penser. Oui, là on est sur une vision que je qualifierais de spirituelle, mais spirituel, là pas de lien avec la religion, mais de sens qu'on donne à la vie. Et effectivement, quand tu parles de fête foraine, tu parles de ce monde matérialiste et de cette pulsion bien humaine à accumuler et à s'ancrer dans la matière plutôt qu'à faire preuve de compassion
et pour le monde qui l'entoure. Oui, et pourtant, ça coûte pas grand-chose comment on peut dire, d'aider son prochain. Franchement, c'est pas fait. Pourquoi? Parce que l'être humain est conçu ainsi. L'être humain est conçu, la majorité des êtres humains de nos sociétés matérialistes. Je ne parle pas des sociétés dites primitives que l'être humain matérialiste a exterminées. Pour cette partie d'être humain matérialiste, c'est vrai que cet être humain met un fin à tout. Et lorsque vous pénétrez dans parce que qu'est-ce que la mort? Bon, la mort, si vous en donnez déjà une définition, vous êtes dans la continuité de cet être humain matérialiste qui va dire il y a un début, il y a une fin, je vais finir ma vie, j'aurai comme solde de tout compte un cercueil. Bon, ça s'arrête là. Si vous vous basez sur la véritable dimension humaine de l'être humain, alors là, vous pouvez dire que la mort remet un équilibre à un univers qui a été perturbé par la naissance physique de l'être humain. En fait, c'est le point de départ de tout. Très intéressant. Dans le livre, tu dis une phrase qui est assez marquante. Alors, c'est un peu un leitmotiv, mais je pense qu'elle mérite d'être développée. Tu dis, la mort n'existe pas. Oui, la mort n'existe pas. C'est c'est la prise de conscience matérialiste qui donne une existence à la mort. C'est quand même paradoxal. Mais cette pensée matérialiste qui programme, bon là, il y a les élections politiques, franchement. Bon, c'est bien, il faut bien faire fonctionner la société. Mais franchement, la plupart des gens qui vont voter, enfin pas la plupart, une petite partie infime des gens qui vont voter, à juste titre, je blâme pas, loin de là, vont décéder. Bon, qu'est-ce que c'est qui est le plus important? De savoir ce qui est réellement la mort dans son approche ternaire, ou d'aller voter, de passer son temps à ça, et bon, de temps en temps, on va penser à son prochain qui meurt de faim ou le réchauffement climatique qui arrive. Si je devais donner une définition de la mort, je n'en donnerai pas. Elle est réservée à cette approche matérialiste, mais je pourrais dire que en l'être humain, il y a quelque chose qui est caché, qui cohabite du vivant avec l'être humain. C'est une forme de pensée qui est non palpable, qui vit cachée dans les cellules humaines de l'être humain. Et le point central, enfin, le point le plus important, parce qu'il n'est pas disséminé dans l'être humain, est posé sur l'épaule gauche de tout être humain. En fait, c'est une forme de boule qui est constituée de petits points. Ça se rapproche de l'atome, tout ça. Et l'être humain, lorsque vous le voyez dans une photo, en fait, vous ne voyez pas la véritable, la réalité de l'être humain. Il lui manque quelque chose. Il lui manque ça. Et cette forme, je dis forme parce que les mots que j'ai sont difficiles à cerner puisque je l'aperçois, mais après traduire cette réalité, j'espère que vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous allez pouvoir vous dire, tiens, il y a une hypothèse. Ce qui vit caché en l'être humain est innervé à l'être humain. C'est-à-dire que lorsque l'homme et la femme, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des animaux aussi. Parce que les animaux, franchement, ils sont pas, il faut en tenir compte, ils sont encore plus importants. C'est une forme de vie. En fait, on peut savoir l'heure de sa mort. Pourquoi? Parce que l'heure de sa mort, ce n'est pas l'heure de sa mort. Vous savez, vous allez savoir quand vous allez mourir. Vous le saurez quand vous allez sentir à vous une forme de petite agitation. En fait, c'est votre âme qui va se mettre à bouger. Lorsque l'âme se met à bouger, c'est-à-dire qu'elle va partir et elle va prendre avec elle toute cette forme qui est cachée au sein de l'être humain, qui vit innervé du vivant avec les cellules humaines et tout ce qui est de chair, de sang. Cette boule qui est le centre va partir, l'âme part, et là nous pouvons parler de mort, mais pas avant. Alors, je ne parle pas bien évidemment, lorsque le décès vient de survenir, l'être humain va continuer à voir et à entendre dans les 10 minutes où le cœur se sera arrêté. Il pourra continuer à voir alors même que son corps est immobile. Le cerveau est, bon, je ne parlerai pas de cette machine extraordinaire qui nous dépasse,
Le cerveau, dans son approche, là, je vais un peu me tromper parce que je suis qu'un humble emboneur par rapport à des médecins ou des scientifiques. Le cerveau est une masse semi-fermée qui est irriguée par des liquides, par du sang. Lorsque le cœur ne pulse plus le sang, il ne va plus pousser dans le sang normalement dans tout le corps, mais de par cette masse fermée, enfin fermée, je m'entends, qu'est le cerveau va continuer à émettre rationnellement parce que les liquides vont descendre. C'est-à-dire que si l'être humain est allongé, il meurt allongé, ou qu'il meurt, par exemple, pendu, le liquide va descendre entre le haut et le bas. Et c'est cette activité qui va générer encore de l'activité cérébrale. Et comme toute machine, comme un groupe électrogène qui va comment on peut dire, qui va se mettre en route, après ces 2 minutes, donc l'être humain peut entendre et voir ce qu'il a. S'il n'avait pas une pathologie avant, un aveugle ne verra jamais, un sourd n'entendra pas. S'il avait sa pleine confiance, et au bout de 5 minutes, il va y avoir un accroissement de l'activité cérébrale qui est due, je l'ai perçu, mais là, il faudrait qu'un médecin de renom qui est attaché à étudier cela me l'explique, mais je le vois. Euh, le cerveau va connaître un accroissement, et c'est vrai qu'à ce moment donné-là, ça peut permettre de prendre conscience de tout ce qui est EMI ou d'autres formes de communication avec des formes dont nous n'en connaissons pas l'existence auparavant. J'espère que je vous ai, que vous m'avez compris, non pas pour que vous me compreniez dogmatiquement, mais je vous transmets en fait juste une information pour que si vous n'avez pas entendu ça, on dit tiens, il a peut-être raison, mais d'abord essayer d'avancer un peu plus. D'accord, mais merci pour cette vision. Alors tu parles de cette forme qui serait au-dessus de l'épaule gauche chez l'être humain. Oui. Quand tu parles de cette forme, c'est quoi? C'est quelque chose de comparable à l'aura? Ou alors on parle directement de l'âme qui serait plus localisée parce que si on, si on reprend un peu d'un point de vue théorique depuis le début, si on imagine que l'âme survit à la mort physique et à la mort du corps, c'est que on sait cette âme capable d'être délocalisée par rapport à notre corps. Là, qu'en est-il de cette boule dont tu parles au-dessus de l'épaule gauche? Est-ce que c'est une position délocalisée de notre âme? De quoi s'agit-il exactement? Alors, en fait, c'est une position qui est en, comment on peut dire, en gravitation, une forme ronde en gravitation, enfin pas en gravitation, qui est sur l'épaule mais pas posée. Hein. Donc elle bouge légèrement de quelques millimètres, de quelques centimètres, parce que c'est sa vie normale. Et bon, comme je vous le disais, la mort remet en place un équilibre qui a été perturbé par l'apparition de la naissance physique de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, dès qu'il naît, alors là il faut que je précise, l'être humain, dès qu'un homme et une femme ont des relations dites, bon, toi tu vas me censurer, relations sexuelles, Oh, ils il n'y vont a pas à mettre en place, censurer, c'est quelque chose de naturel. bon, ils vont mettre en place le cheminement d'une naissance, l'embryon, tout ça. Bon. Lorsque ça s'opère, la connexion, là il y a la vie. Elle existe déjà la vie. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de vie parce que ce n'est pas à notre image. D'êtres humains imparfaits. La vie commence là. Elle ne commence pas lorsque le nouveau-né est né, il est écrit, tout ça. Alors c'est vrai qu'un truc qui m'a horrifié, c'est, vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est un délire de 12 semaines ramené à 14 semaines. Je n'en dirai pas plus, mais vous voyez où je veux en venir. Oui, Lorsque l'être non, mais posons des mots parce qu'on a le droit de parler de tout aussi. Là, tu parles du droit à l'avortement et de ce droit qu'ont les femmes aujourd'hui jusqu'à la 14e semaine de grossesse de mettre fin à la vie qui grandit en elles. bon, moi, j'ai mon avis. Enfin, j'ai mon avis. Pourquoi? J'ai vu. Je suis un embaumeur. J'ai effectué beaucoup de conservation de femmes enceintes décédées à divers stades, de femmes qui sont décédées et vous savez, les familles se confient. Et oui, mais ils avaient fait un bébé, ça avait marché, donc ils avaient eu des relations sexuelles quelques temps avant. On nous a dit que c'est donc,
Et lorsque ces femmes enceintes me sont arrivées entre les mains sur la table, à la morgue, sur la table en inox, j'ai perçu en fait ça, même si ce n'était pas palpable. Et c'est vrai que la vie existe dès ce stade-là, au plus haut qu'il puisse être. Alors en fait, c'est la vie vient d'un autre univers où le physique l'arrache, l'enlève. C'est pour ça que lorsque l'être humain il va mourir, la mort en fait, c'est pas dire qu'il va mourir, c'est que la mort remet en place un équilibre qui a été perturbé par la naissance physique. D'accord. Lorsque l'être Si... oui, Vas-y, lorsque je l'être poursuis, humain je t'en prie. naît, il prend de ça. Il prend de cet espace qui est infiniment grand, infiniment petit. Et lorsque l'être humain décède, ben, ce qu'il avait en lui, durant son existence terrestre, va être remis dans cet espace. Donc la mort serait une sorte de retour à l'équilibre et la naissance déséquilibrerait les forces cosmiques, si je puis dire, en prenant cette énergie que nous sommes et en l'ancrant dans la matière pour l'incarnation d'une vie terrestre. Voilà, en gros, c'est ça. Mais moi, ce que je vous dis, je ne vous dis pas ce que je lis dans les livres. D'ailleurs, je ne lis pas du tout. Bon, même si j'ai écrit un livre avec l'aide d'une personne, bon, de ma femme et qui m'a appuyé. Et que nous saluons chaleureusement. Merci. Mais je voulais être seul, comme pourrais-je dire, comme un grand garçon qui fait quelque chose. Mais moi, j'ai une approche du vécu, d'une expérience de vie au contact des défunts. Je n'ai pas eu la révélation de quiconque pour me dire c'est comme ça. Tu te bases sur ton vécu et sur les expériences qui se sont posées sur ta route. Exactement. Moi, mon vécu, il vient depuis, bon, comme je l'expliquais, si j'avais pas eu cet accident, je pense, j'appelle ça un incident, on va dire, avant même ma naissance physique, ou que je sois pas sauvé par, ou que je sois en fait sauvé par mon père, je n'aurais pas eu cet accroissement de la perception sur le monde. Je n'aurais pas échappé à la règle d'accepter et de vouloir quand même, parce que tout un et chacune veut savoir des choses, émet des hypothèses à juste titre, en fonction de son expérience, des conversations. Nous sommes réunis autour de l'émission Nuria TV. J'espère, je sais très bien que ça va, qu'il y a des pensées nouvelles qui vont ressurgir. Peut-être que quelqu'un t'enverra un email entier, Olivier, il lui manque ça. Ben, je n'ai pas le dogme, je n'ai pas la certitude. Si tu me transmettais le message d'une personne qui te contacte, qui dit, moi j'ai vu quelque chose et peut-être que ça peut être utile à Olivier pour son approche de la vérité, là je me dirais c'est fabuleux, c'est le doute. Le doute est un facteur d'évolution. Et nous en sortons tous grandis. En quelque sorte. Mais moi je ne suis qu'un emboneur. Je veux dire, j'ai pas de titre, j'ai rien. Toute ma Ah, vie, en fait, oui. tu Je dis je ne t'écoute. suis qu'un embaumeur. Je pense que c'est un peu limitant. Justement, repartons un peu en arrière. Je retourne à cette période de l'enfance que tu décris dans plusieurs chapitres du livre. Je l'ai dit, il y a des prémonitions. Et puis il y a aussi un accès au passé. C'est-à-dire que tu arrives à te projeter, enfin c'est pas tu arrives, mais il t'a été amené de te projeter dans des scènes du passé, notamment une scène où tu assistes à l'enterrement de ton grand-père, où tu vois ton père enfant, ta tante enfant, etc. Donc là aussi c'est un phénomène qu'on connaît bien, que ce soit le public de Nurea ou tous les gens qui s'intéressent à ça. Tu accèdes aussi à des vies antérieures. Tu relates Oui. dans le livre, tu visites un bateau en famille, et une fois arrivé sur le bateau, ça déclenche chez toi une vision, tu te vois la projeter dans une autre vie, où tu es moussaillon sur un bateau, tu t'occupes des chevaux, ça se termine mal puisque le bateau finit par sombrer, et donc tu revis la noyade et la fin de cette vie-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet accès au passé, et notamment à des vies antérieures? Et est-ce que tu es certain qu'il s'agit bien de vie antérieure, donc de vie que toi tu aurais incarnée, ou de la vie d'autres âmes qui te seraient arrivées en information? Alors, comme je disais, en l'être humain demeure cette forme qui est non palpable, qui arrive lorsqu'il y a la naissance physique, et lorsqu'il y a la mort physique, elle repart. Euh, je vais dire un mot que je vais utiliser, mais bon, cette fois, c'est vrai que j'ai des difficultés pour m'exprimer, les mots sont très importants. Je me sers de cette forme non palpable, parce que dans cette forme non palpable qui nous donne accès à cet infiniment grand, infiniment petit,
que vous allez rejoindre lorsque le corps sera immobile de par un décès, c'est là où tout se passe aussi. Il y a une connexion qui est interdépendante au-delà du temps, de ce qui s'est passé géographiquement, et c'est là où il est le fil conducteur. Alors, on dit voyage astral. Euh, j'ai plus de facilité, moi, à vivre avec ça, là-dedans, que de vivre, à discuter, comme quand j'étais gamin, aller jouer au lit, tout ça, ça m'a jamais trop intéressé. Et puis, on ne parlait pas le même langage, à la base. Donc, c'est cette forme non palpable que le corps emprisonne qui vous permet d'accéder à cette notion, comme tu le dis, de voyage dans le temps, de retour en arrière, tout est mélangé. Et si je peux aller même au-delà, je pense que si l'on parle de quelque chose qui n'est pas du tout du ressort de la mort, mais des vies que l'on essaye de trouver de par le monde, des vies dites extraterrestres, je pense que la meilleure des communications se situerait sur ça. Peut-on considérer là après je vais refermer la parenthèse, bon, peut-on considérer qu'une soucoupe volante qui fait par exemple 1000 mètres carrés de superficie puisse rentrer dans une pièce de maison qui ne fait que 10 mètres carrés? Et je réponds oui. Voilà la communication. Mais là, je suis un peu sorti du Non, sujet, mais mais c'était c'est important de le intéressant dire. parce que ça nous ouvre des perspectives de réflexion et voir de quel point de vue il faut aborder ça. Et justement, le point de vue que tu adoptes, c'est un point de vue, encore une fois, j'espère que je n'ai pas une utilisation galvaudée de ce mot, mais un point de vue spirituel, dans le sens où la matière est mise de côté dans ta réflexion et on est vraiment sur une autre approche de tout ça. Je me souviens des interviews que nous avons fait il y a quelques années déjà. À l'époque, tu étais déjà fascinant à travers les phénomènes que tu nous rapportais, mais on sentait que tu hésitais encore à définir cette activité qui était la tienne. Je ne parle pas du métier d'embaumeur, mais cette activité médiumnique. Le terme médium, à l'époque, j'avais l'impression que tu le réfutais, que ce n'était pas un attribut dont tu souhaitais qu'on te drape. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment à travers ce livre, c'est un terme que tu acceptes plus et que moi j'en suis convaincu, peut-être je me trompe, mais que tu as vraiment les capacités que je connais chez certains médiums dont je suis persuadé qu'ils ont une vraie activité médiumnique. Et c'est la même chose que j'ai ressenti à travers tes écrits, à travers nos échanges. Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes ou tu acceptes publiquement de dire oui, effectivement, je suis médium, alors pas forcément de manière volontaire et j'en fais pas une activité ou autre, mais je suis médium et je l'assume. Euh, Chose paradoxale, c'est encore difficile pour moi parce que j'ai vécu ça tellement naturellement, quoi, que une généralité, pour moi, ce terme, c'est une exception euh, par rapport à un certain stade de perception dans notre milieu ambiant qui est la société, je veux dire. Alors moi, j'ai vécu toujours en marge de la société, tout ça. J'ai vécu ça naturellement. Alors si je dis je suis médium, est-ce que je peux le dire? J'ai encore des difficultés à le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est. Alors, je vais dire, je vais lire un texte maintenant. Je suis médium. J'ai lu un texte. Est-ce que j'ai... Bon, je l'ai dit. Je ne sais pas si je le redirai, mais j'ai dit, oui, je suis médium. Mais j'ai beaucoup de difficultés à dire ça. J'ai vécu tellement ça normal que ça me paraît bizarre. Oui, puis on ressent de toute façon que tu n'as pas besoin de ce titre pour mettre en avant ta personne ou autre, parce qu'encore une fois, je ressens pas de questions d'ego dans ta manière de présenter publiquement tout ça, mais c'est quelque chose qui moi m'a surpris dans le livre, soyons honnêtes, puisque je savais souvenir il y a 3 ans de ces échanges où je me disais, c'est bizarre, Olivier voit des choses assez hallucinantes, et quand on parle de médiumnité, c'est quelque chose qui lui semble pas forcément correspondre ou être un terme pertinent pour définir ce que tu vis. Il y a quand même quelque chose que je note, peut-être
tu m'arrêteras si je me trompe, tous les événements, les manifestations dites paranormales que tu vis, tout ça se déclenche de manière inopinée, c'est pas quelque chose que tu provoques de manière consciente. Tu sais, certains médiums vont essayer de se connecter à des défunts, vont essayer de provoquer la manifestation ou le contact avec l'au-delà. Toi, c'est quelque chose qui arrive sans que tu cherches à le provoquer. Dans la majorité des cas, c'est quelque chose qui arrive sans que je le provoque directement. Ça peut être des faits de vie qui sont en lien de par le lieu géographique, des odeurs, des sons, des mouvements pour lesquels ils vont permettre cette arrivée. Mais dire je veux, je dis, c'est vrai que pour mon grand-père paternel, bon là je vais pas parler de, comment dire, de la scène parce que j'ai trop d'émotions. C'est vrai que de par mon grand-père paternel, je me suis dit, je vais essayer, je vais aller m'enfermer dans ma chambre. Donc j'avais coincé la poignée de la porte de ma chambre avec une chaise pour que personne ne rentre, parce qu'il faut du silence pour ça. Hein. Il faut de la solitude. Et je me suis allongé sur mon lit, j'ai fermé mes yeux, j'ai quel âge? Très 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 jeune. J'ai fait ralentir mon rythme cardiaque par la pensée sur la respiration. Et puis je dis je vais essayer parce que c'est vrai que mon grand-père je l'ai comment dire jamais connu. Donc et puis après ça s'est déclenché. Mais ce n'est pas voulu directement. C'est toujours je vais essayer de ou alors se mettre dans des conditions de calme. C'est comme une fois, bon, je suis parti il y a quelques temps de ça, dans la forêt, avec une salle de couchage, des provisions, et c'est là où ça s'est déclenché. D'accord, donc c'est plus le contexte, l'environnement qui est propice à ce que tout ça se mette en place et que tu accèdes à cette partie-là de notre réalité. Voilà, c'est cela. Je le trouverai pas si je vais voir un match de football. D'ailleurs, je ne vais pas voir de match de football. Rien du tout. Ça ne peut pas se retrouver dans une réunion politique, franchement. Et après, vous voyez, les gens font ça. Non, c'est ça ou bien. On peut pas vivre de, comment dit-on, repu par un système et à côté faire la spiritualité. Il faut faire très 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 attention, je dirais ça, parce qu'il ne faut surtout pas se projeter sur un événement, sur une idée, parce qu'en fait, vous n'allez trouver que vous-même. Il faut rester absolument neutre, et à l'abri de toute influence néfaste qui vont vous parasiter. Donc pour reprendre tes termes, il faut se tenir en dehors de la fête foraine. Ah oui, 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 bon, c'est vrai que bon, c'est plaisant pour les enfants. Quoique Oui, moi, ça m'a jamais trop amusé. Mais alors c'est vrai qu'un gamin comme ça, qui tombe dans une famille, mais qui est comme ça, qui va pas dans le sens d'une famille à juste titre, mais c'est désastreux. C'est eh ben, normal que tu, c'est désastreux. tu m'offres une transition toute trouvée parce que c'est le thème dont je voulais parler avec toi pour poursuivre cette émission. Là aussi, tu en parles, tu dévoiles un peu ton enfance et ce rapport que tu as eu avec ta famille, avec tes parents, avec ta fratrie, parce que tu étais un enfant atypique, je pense on peut dire le mot, intéressé par d'autres sujets et présentant des capacités, encore une fois, médiumniques assez manifestes. Il y a un fossé, tu nous expliques, il y a une sorte de fossé qui se creuse entre toi et le reste de ta famille. Déjà parce que la mort met comme partout dans la société quelque chose de tabou, et puis parce qu'il y a un côté déstabilisant, et ça commence à créer un malaise quand tu commences à aborder ce que toi tu perçois auprès de tes proches. Comment toi tu l'as vécu tout ça? Ben, disons que je l'ai vécu très très mal. J'en ai parlé deux, trois fois à mes parents, mais après j'ai arrêté. Alors c'est vrai que lorsque vous avez un gamin comme ça qui vous tombe dans une famille, c'est désastreux. Parce que même s'il y a de l'amour dans la famille, la chose qu'il y avait avec mes parents, mes frères et sœurs, je veux dire, le comportement sur le plan psychologique, sur le plan social, peut induire des réactions qui ne sont pas méchantes, mais peut induire des réactions qui sont désagréables à vivre au quotidien. Un caractère un petit peu fort, fermé, peu de compatibilité, tout en respectant bien sûr sa famille. Je ne dis pas de rejet ou d'insultes, on en est très 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 loin. Bien Mais sûr. ça,
au fur et à mesure du temps, ça crée un fossé. Alors, est-ce que ça crée un fossé entre eux et moi? Je devrais dire, ça crée un fossé entre... non, je voulais dire, est-ce que ça crée un fossé entre moi et eux? Je dirais non. Ça crée un fossé entre... c'est un ensemble, en fait, qui s'est passé. Je le regrette, hein, parce que, bon, j'ai après, bon, il y a une forme de mise à l'écart que je comprends, qui est difficile à accepter, mais bon, mais qui est ainsi, quoi. Après, tout le monde est comme ça, et c'est vrai qu'on ne fait jamais marche arrière dans le temps. Alors c'est vrai que c'est ce comportement psychologique qui était peu agréable à vivre au quotidien, on prend ça pour ci ou pour ça, et puis le fossé se crée, et puis après, il y a un point de non-retour. Il y a une scène notamment qui est assez symptomatique, en tout cas qui montre bien cette situation-là. Euh, Encore une fois, tu es enfant, un camarade de classe à toi, alors je peux peut-être me tromper dans certains détails, mais un camarade de classe à toi décède, et quelques jours après, le père de ce camarade vient chez toi avec des jouets, euh, et explique qu'il vient t'apporter, que tu dois choisir un jouet parmi ceux qu'il apporte, qui souhaite faire don des jouets de son fils décédé à ses amis. Toi, tu choisis un de ces jouets, et tu dis au père, mais de toute façon, mon camarade m'avait dit qu'il voulait me le donner. Et le père te demande quand est-ce qu'il t'a dit ça, et ce camarade étant décédé quelques jours avant, toi tu réponds, il m'a dit ça hier. Donc en gros, toi tu as eu un contact avec ce camarade défunt qui t'a fait ressentir d'une manière ou d'une autre que ce jouet te revenait et il souhaitait t'en faire don. Mais là forcément, tout le monde a compris que tu suggérais dans cette discussion que tu avais eu un contact avec cet enfant alors qu'il était déjà décédé. Et ça a été quelque chose d'assez malaisant pour ta famille, et ça a créé une situation qui est difficilement explicable pour des gens qui n'ont pas ces capacités-là. Oui, c'est vrai, je m'en rappelle comme si c'était hier. En fait, bon, je sais plus ce que je faisais exactement, et puis il me dit, bah, écoute, tu prends ma voiture, une petite voiture rouge, je crois. C'était une Peugeot rouge avec des pneus noirs. Il me dit, prends ma voiture. Le père vient, apporte ses jouets, il choisit. Je dis non, je choisis celle-là. Mais parce qu'il m'a dit de le prendre. Ah, quand il t'a dit ça, de le prendre? Ben, il m'a dit de la prendre hier, la voiture. Alors que le gamin était décédé il y a plus de 5 jours, que l'enterrement a eu lieu. C'est vrai que ça met un climat qui est douloureux, quoi, qui est un contact. Alors, on pense que je suis quoi, mes parents pensaient que je n'étais pas bien dans ma tête, hein, ou que je voulais cette voiture pour la prendre absolument. Ben non, pourtant, c'était comme ça, quoi. C'était comme une fois mon père m'aidait à faire mes devoirs de série. Malheureusement pour les gamins, il y avait des cahiers de devoirs d'été. Alors ça, je l'ai jamais supporté, c'est quelque chose d'horrible. Je considérais mal que pendant l'été, il fallait travailler. Mon père m'aidait parce que le repas n'allait pas tarder, il voulait plus manger à l'heure que bon, m'aider. Et je lui dis, tiens, j'entends un ami qui chante dans la caisse. Je lui dis, mais non, il n'y a rien. Il dit, elle ne chante pas. Elle était décédée, ma grand-mère. Je continue, et puis il me dit, concentre-toi. Oh, je me concentre. Non, non, mais elle chante. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber ce cahier qui m'embêtait plus qu'autre chose. Je prends mon père par la manche, je le tire avec moi, et on va à la cuisine. Il y avait un poste de radio qui était éteint. Ce poste de radio nous servait, pour ceux qui vont s'en rappeler, le jeu des 1000 francs. Avec, je ne sais plus comment il s'appelle, monsieur, il y avait toujours cette sonorité caractéristique. Et je dis, regarde, je pousse la chaise contre le meuble où il y avait les postes de radio, et j'allume le poste de radio. Et là, mon père a bien entendu ma grand-mère chanter. Donc ça, c'est des... Et, et là, c'est vrai que le visage de mon père a blêmi, mais il ne m'a vraiment rien dit. Et c'est vrai que c'est... j'étais content parce que j'avais raison dans cette captation de ce son. En fait, il fallait un support au son. Il fallait le support de ce poste de radio. Le pourquoi du comment, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je savais que ça serait le moyen pour moi que, que mon père entende ma grand-mère chanter. Ouais, donc j'imagine que ça a dû être un choc pour ton papa. Est-ce que cet épisode-là
a fait que les relations sur ce sujet-là de médiumnité se sont détendues avec ton papa, ou la vie a poursuivi comme si cette scène n'avait jamais eu lieu? Non, ça a continué comme si ça avait jamais eu lieu. Puis à un certain stade, je me suis dit, bon, je voyais, j'étais pas idiot, je savais les choses, on le sent, hein. Bon, même si vous êtes gamin, tout ça, vous sentez les choses. Je me suis dit, bon, il faut que j'arrête ça parce que ça entraîne un côté désagréable. Puis je me suis dit, je vais faire comme je vois dans les films de famille où les grands frères font attention à leurs frères et à leurs sœurs. Je veux dire, mais je vais faire comme dans les films, hein, où le grand frère prend soin de sa petite sœur, de son petit frère, quoi. Puis je me suis mis à faire comme dans les films pour être, mais quand même de temps en temps, comme on dit, malheureusement, le naturel revient toujours au galop. Si tu avais aujourd'hui un conseil à donner à des jeunes, des enfants, voire même des personnes de mon âge ou du tien, qui ont ces manifestations, qui ont ces capacités de percevoir l'invisible, et qui se sentent incomprises, mises à l'écart dans l'environnement qui est le leur, est-ce que tu aurais des choses à leur conseiller en termes d'attitude à adopter, de recul à prendre? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là? Je continuerai à leur dire de ne pas changer à la base, surtout de ne pas changer, de ne pas écouter ces personnes qui vont leur raconter des énormités scandaleuses, qui vont essayer de les avilir par des insultes, de les précariser, que par contre, qu'ils fassent attention à leur perception, qu'ils ne se projettent pas sur ce qu'eux ils pensent. Mais sans parler de ça, il faut qu'ils gardent la foi, parce que c'est certainement eux qui sont les plus proches de la réalité. Vous savez, moi, dans des entourages indirects de ma propre famille, pour mon métier d'embaumeur, on disait que c'est un métier de barjot. Et j'en passe du restant des qualificatifs. Il faut absolument qu'ils restent comme ils sont, garder la foi. Si on les agresse, répondre, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas répondre. Je dis pas, on vous met un coup de poing, vous sortez une batte de baseball, je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas subir des gens qui, de par leur réaction, alors ça peut être des gens, quelle que soit la catégorie dite sociale, sur le plan métier, hein. En règle générale, c'est les gens qui ont des professions les plus importantes qui se permettent des libéralités comme ça. Et il ne faut pas les laisser faire et surtout garder la foi. À partir de là, je pense que vous aurez une forme de récompense en moment donné de votre vie. Déjà, essayez de vous réunir avec d'autres personnes. Bon, je vais parler pour moi-même, ayant une seul. Ça va vous donner de la force, mais trouvez au fond de vous la force que vous puissiez avoir pour rester seul. Et c'est là où vous réussirez. Bah écoute, merci beaucoup pour ces précieux conseils. J'espère qu'ils seront tombés dans les bonnes oreilles, qu'ils seront utiles. Dans le livre, à nouveau comme dans les précédents, tu nous présentes des témoignages de défunts qui, par divers biais, se manifestent à toi lorsque tu pratiques les soins d'embaumement. On ne va pas revenir sur tous, mais il y en a un qui m'a marqué dedans, c'est l'histoire d'une vieille dame sur laquelle tu pratiques des soins. Elle est sur son lit, et à un moment tu te tournes vers le miroir, et la vieille dame est dans le miroir en train de regarder la scène. Est-ce que tu peux, si tu as encore en mémoire cet épisode-là, est-ce que tu peux revenir dessus, nous expliquer ce qui s'est passé concrètement, et encore une fois comment toi tu l'as interprété et vécu? Oui, c'était à mes débuts, où je peux dire que j'étais encore en France un jeune thanatoprateur. J'étais dans la chambre de la défunte. Je travaillais donc pour faire, comme on dit en France, le soin de conservation. Il y avait un miroir. Bon, je prête pas attention au début. Je travaille normalement. Puis à un moment donné, je me relève pour faire quelque chose. Euh, je me retourne, je passe, et là, devant le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois cette dame qui me regardait paisiblement, travailler sur son corps. Donc j'avais fini déjà de faire le soin de conservation par injection de formol. Et j'en étais donc à l'habiller, la peigner, tout ça, quoi.
Et elle me regardait faire, mais je pense qu'elle devait me regarder faire depuis un moment. Et c'est vrai que quand vous êtes face à ça, un mort qui vous regarde, qui se sert, enfin, le mort, enfin, c'est une mort, la morte qui vous regarde, se sert de miroir pour vous regarder travailler sur son cadavre, c'est perturbant, quoi. C'est Oui, j'imagine. c'est pas que c'est perturbant, mais vous ne pouvez pas penser qu'il va se passer des choses comme ça, quoi. Et c'est vrai que là, une fois de plus, ça a été, je vais pas dire extraordinaire, mais toutes ces manifestations, toutes ces connexions ne se font pas avec facilité. Faut pas croire que, tiens, j'ai vu ça, le soir même, j'ai gagné tant, je me serrai des pièces de monnaie, je vais aller dans un bar, je vais boire, je vais faire la fête. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas avoir une vie sociale agitée. Ça a un contre-coup physique. Ça prend de l'énergie. Quand vous êtes dans ce qu'on appelle un voyage, que vous êtes dans le retour sur le plan du temps, que vous pouvez revenir. Ça prend une énergie, mais c'est comme si vous avez fait un marathon, vous ne pouvez plus avancer physiquement. Alors, heureusement que votre esprit est là pour vous permettre de réhabiliter votre propre corps, mais c'est quelque chose qui est phénoménal. Je veux dire, les gens n'en ont pas conscience. Vous me voyez parler face à vous, là. Je parle avec aisance. Non, la réalité est différente. Il y a c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Ce que tu veux dire, c'est que à chaque fois que tu vis ce genre de scène et de situation, physiquement, il y a un impact sur toi et Oui. tu sens que ce sont des contacts avec des gens désincarnés qui puisent de l'énergie, qui te prennent de l'énergie. Déjà, le phénomène en lui-même vous prend de l'énergie physique. C'est incroyable. Après, vous avez ce que tu viens de le dire, c'est, comment peux-je dire, ces formes, ces esprits qui viennent, mais qui vous entraînent aussi. Parce que vous êtes la dimension humaine. Vous êtes fait de chair et de sang. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Tant que l'esprit y tient, moi, j'ai eu cette chance, c'est extraordinaire. Mon esprit y tient. Il me permet de tenir mon propre corps. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où vous n'en pouvez plus. Alors, vous le montrez pas, quoi. Mais on ne peut pas être fourré au moulin. Je veux dire, vous pouvez pas avoir une vie humaine comme de tout, de ne rien, de faire tout ça. Et lorsque vous êtes plongé dans ça, en fait, vous êtes plongé dans un autre espace temps matière qui va se déclencher, mais ça puise énormément d'énergie. Ça laisse personne indemne. Est-ce qu'en retour, ça a plus de l'énergie? Est-ce qu'en retour, ça t'en donne sous une autre forme? Est-ce que par exemple, quand cette vieille dame observe l'embaumement de son corps physique, est-ce que cette dame te fait ressentir qu'elle est satisfaite de la situation, qu'elle t'en remercie, ou au contraire, elle est là de manière défiante? Je pense que c'est dû à sa personnalité. Elle était comme elle était de son vivant. Je pense qu'il faut se baser sur ça. Après, bon, quelqu'un comme moi qui se déplace auprès d'un défunt ne connaît pas la personnalité des gens. Donc c'est vrai qu'en l'espace de quelques secondes, vous ne pouvez pas cerner les gens. C'est déjà, si je veux dire en quelques secondes, je vais cerner la personne. Je vais exactement savoir où il faut aller. Là, vous pouvez dire que je suis un margoulin, quoi. Non, mais franchement, quoi. Il faut être sérieux, là. Non, vous ne pouvez pas tout maîtriser. C'est quelque chose qui est énorme, c'est effarant, quoi. D'accord. Là, on a parlé de manifestations de défunts qui apparaissent sous leur forme physique. Pour cette vieille dame, en tout cas, l'image qu'elle renvoie dans le miroir est sa forme physique. Il y a d'autres manifestations. Alors, je parle de cet ouvrage, donc je vous le rappelle, ce que la mort m'a dit. Et puis il y a les précédents ouvrages où les témoignages que tu amènes se comptent par dizaines, que ce soit en termes de température ou diverses manifestations. On ne va pas les répertorier ce soir parce que le but n'était pas de faire un inventaire de toutes les manifestations paranormales, de creuser un peu plus, mais en tout cas, il y en a des dizaines de manifestations que tu as connues au cours de ta carrière. Et puis, dans ce livre, tu parles d'un sujet nouveau, la manière dont les âmes
l'apparence de ces âmes se manifeste elle aussi, et à plusieurs reprises, sur plusieurs scènes sur lesquelles tu es appelé à intervenir, tu nous parles de boules lumineuses qui pendant un moment sont en stagnation, pour d'autres suivent leur corps, notamment en Angleterre, tu parles, tu étais logé, donc tu as travaillé en Angleterre longtemps, puisque c'est pas en France que tu as fait une partie de ta carrière, tu as travaillé pour une société anglophone, et ça on va être amené à en reparler aussi, mais tu expliques que tu vivais à côté de l'endroit où on emmenait les corps, hein, la morgue, et que tu voyais les ambulances défiler, et bien souvent, ces boules d'énergie lumineuse qu'on croit comprendre être l'âme des défunts, qui suivaient les ambulances avec leur corps dedans. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu de manière régulière comment tu définis ces boules lumineuses? Est-ce qu'on a vraiment en présence de l'âme et de leur manifestation concrète dans notre dimension? Oui, je pense que c'est l'âme, les âmes, la plupart du temps, hein, on va dire 90%, pour pas dire 100%, 90% de ce que j'ai vu et perçu et en général, ce sont les âmes qui ont un besoin, parce qu'elles n'ont pas entamé le grand voyage vers l'au-delà, pas commencé à l'entamer, elles ont besoin de se rassurer en suivant le corps qui les a abrités durant la vie terrestre. Donc, j'ai travaillé en Angleterre pendant de très très nombreuses années, ça c'est vrai, et j'habitais en Angleterre. Il n'y a pas de conservation dans les domiciles, il faut savoir. Lorsqu'un décès se produit, en hôpital ou en domicile, c'est une nuée d'ambulances teintées qui vont prendre les défunts et qui les amènent dans des chambres funéraires pour que les soins de conservation aient lieu. Et c'est vrai que j'habitais devant et quelquefois j'ai vu des ambulances qui arrivaient, qui s'arrêtaient à la grille d'entrée. Et derrière l'ambulance se trouvait comment dit-on, en lévitation au même niveau que l'arrière de l'ambulance. C'est un véhicule noir au vide très teinté. Et je voyais ces boules lumineuses qui suivaient ce véhicule, qui avançait. Et au moment donné où le véhicule allait rentrer dans l'enceinte même du funérarium, elle partait. Je pense que ce sont ces âmes qui n'ont pas entamé le grand voyage et qui ont besoin de se rassurer. C'est pour ça qu'il ne faut pas, lorsqu'un être humain décède, il faut le laisser dans le milieu ambiant où il était d'habitude. Il ne faut pas le délocaliser. Aller là, alors là, je vous des années pour le funérarium, amener les personnes décédées dans des chambres funéraires, tout ça. Il faut qu'elles aient l'habitude de ce qu'elles avaient, ce que le vivant avait de l'habitude. Je crois que c'est plus parce qu'elles ont besoin d'être rassurées, de suivre le défunt avant qu'elles ne partent définitivement. C'est une forme d'adieu en fait. D'accord. L'âme, en fait, commence à prendre conscience que son incarnation est terminée sur cette terre et qu'il est temps de poursuivre sa route. Voilà, l'âme a donc pris cette conscience, elle va poursuivre donc la route, elle va arracher tout ce qu'il y avait dans le corps humain. Quand je dis arracher, c'est en termes doux, hein, bon, parce que ça se fait d'un coup. Elle va enlever tout ce qu'il y avait dans le corps de l'être humain, et ça va être remis dans cet immensément grand, immensément petit. Alors justement, là, on commence à voir les prémices de ta vision de ce métier d'embaumeur. Euh, on va s'attarder un peu dessus sur le rapport que tu as avec ce métier-là, avec la mission qui a été la tienne pendant toutes ces décennies. On en a parlé tous les deux en off. Plusieurs fois, tu m'as dit qu'il y a un terme qui ne te semblait pas convenir à ta pratique, c'était celui de thanatopracteur. C'est le terme officiel qu'on utilise notamment en France pour désigner tous les gens comme toi qui sont appelés à s'occuper du corps des défunts. Toi, tu préfères le terme embaumeur. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le terme embaumeur te semble plus correspondre aux soins que tu apportes à ces personnes plutôt que de celui de thanatopracteur? En fait, c'est très très simple, hein. Il n'y a pas d'animosité, rien. C'est durant le parcours de mes débuts donc en France, où j'ai travaillé donc pour une entreprise. Les conditions de travail étaient désastreuses. Les thanatopracteurs, étaient considérés pas comme des esclaves, mais presque. Il y avait un kilométrage incroyable qui était demandé pour faire des soins de conservation à l'époque, donc c'est dans les années
90, il y avait beaucoup de personnes qui restaient à leur domicile, donc il fallait se déplacer au domicile. On faisait donc beaucoup de kilométrage qui était un facteur épuisant en voiture. Et on n'avait pas de GPS à l'époque, il y avait des cartes papier. Donc c'était très difficile d'accès. Et puis on ne demandait pas de se déplacer d'un domicile au domicile. C'était 3, 4, mais répartis sur plusieurs départements. Et un jour, je me suis senti pas bien pour ma santé. J'avais des difficultés à avancer. Ce n'est pas dû à la fatigue parce que physique, même si c'est un petit peu ça, parce que j'ai une excellente condition physique. Ça a commencé comme ça, un aspect général de fatigue. Et puis ça s'est précisé. J'ai eu des difficultés de respiration. Dans la journée, je n'arrivais pas, j'arrivais moins à respirer normalement. Il fallait que je fasse attention, que je fasse un effort pour respirer. C'était très problématique. Et ça s'est précisé. Et le soir, quand je rentrais chez moi à des heures indues, parce qu'on nous faisait travailler aussi la nuit de temps en temps, sans repos compensateur, et un soir, ça a commencé. Je ne pouvais plus respirer normalement. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse un effort mécanique, donc un effort pensé. Il fallait que je pense à faire un effort musculaire pour respirer, pour développer mes poumons. La fatigue, vous savez, quand on respire, on n'y fait pas attention. Et Oui, ça ça ne m'était plus permis. Et j'ai commencé à avoir des irritations incroyables des poumons. Alors, j'en parle à mon entreprise, on me dit, oh, mais bois un peu du lait. Bon. J'ai toujours fait confiance. Vous voyez, à mon prochain, j'ai toujours fait confiance. Je continuerai. On me dit, bois un petit peu du lait, c'est pas grand chose. Bon, je bois du lait. Ça continue, ça s'accentue. En fait, je n'arrivais plus à dormir le soir. Je dormais très mal parce que ne pouvant pas respirer normalement, ça entraînait en plus des douleurs dans mon dos. Ne pouvant pas respirer normalement, je ne pouvais pas récupérer des journées. C'était vraiment quelque chose de très lourd physiquement et mentalement parce que j'étais là, j'ai voulu devenir un thanatopatteur pour être plus proche des défunts parce que je savais qu'il y avait une réalité qu'il fallait que je perçoive. Donc je prenais sur moi de ne pas être bien pour continuer, pour être à même dans cet univers que je ne voulais pas quitter. Et puis un jour, on a mis fin à mes souffrances. Mon entreprise m'a largué, comme une merde. Bon, il faut appeler un chat, je veux dire. Et donc je suis parti. J'ai mis du temps à récupérer. J'ai mis plusieurs mois après avoir été arrêté à récupérer. Et c'est vrai que c'est ma grand-mère, en fait, qui m'a sauvé la vie. Elle m'a dit, Olivier, tu devrais aller courir. Bon, je ne savais pas ce que j'étais très mal, je ne pouvais plus respirer. Et tu devrais aller courir. Il y a une course à pied qui a lieu côté de Gigonda. Je m'y suis inscrit, mais j'ai découvert que c'était un marathon hors catégorie de 44 km avec des dénivelés. Bon, bien sûr, j'ai mis quoi, 10 heures pour faire 44 km. Et puis après, j'ai pas arrêté de courir. Et je pense que ça m'a sauvé. Que le fait d'avoir une activité physique, j'avais le cancer, en fait. J'étais en train de choper le cancer. Parce que les produits dont nous nous servions à l'époque, sont et excessivement dangereux. c'est du formol, hein, c'est du paraformaldéhyde. Et sur les flacons que nous avions à l'époque, il y avait une tête de mort. Et lorsqu'on m'avait formé à l'époque, il y avait des flacons avec la tête de mort. Hein, ne pas se servir. C'était un produit d'injection. C'est-à-dire que la sonéconservation, ça se fait dans les buformol, je passe les détails, dilués dans de l'eau. Et vous vous servez de ces produits, donc vous ouvrez le bouteille en plastique, vous y avez la tête de mort, paraformaldéhyde, le formol, tout ça, et ça émane dans les pièces. Hein. Et c'est vrai que là, je suis tombé malade, j'ai dû m'arrêter, j'ai dû m'arrêter. On m'a largué comme une merde, il faut dire les choses, et ma grand-mère m'a sauvé. Et quand j'ai voulu retrouver du travail, vous voyez, je déballe, mais ça vaut le coup. J'ai retrouvé du travail. Il y a cette entreprise qui m'avait lâché comme une merde, qui m'empêche de travailler. Non, ça a été cataclysmique. Donc, j'étais pas d'accord. Bon, vous savez, entre le pot de terre et le pot de fer l'emporte. Et c'est pour ça que je suis parti en Angleterre. Je suis parti dans les années, 2000. Ça fait plus de 20 ans que je suis parti en Angleterre pour me former, parce que je ne voulais pas avoir de revanche. Vous savez, dans la vie, il faut jamais vouloir sa revanche sur quelqu'un.
Il faut faire les choses comme vous pensez et garder la foi et aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, parce que si vous ne faites pas ce que vous voulez, vous le regretterez un jour. Je pars en Angleterre pour me former, il fallait que j'apprenne, donc je vis dans la rue. J'avais pas un rond. De temps en temps, bon, je mangeais dans les funérariums parce que vous vous levez à 5 heures du matin, vous avez le droit de prendre le petit déjeuner du matin à 6 heures, après on vous arrête vers 10 heures et vous remangez. Donc je vivais comme ça, j'ai vécu comme ça pendant de nombreux mois. Et j'ai mon diplôme anglais. Alors, en Angleterre, on dit embalmer, on dit embaumeur. Aux États-Unis, on dit embalmer. Et c'est vrai que ce rejet que j'ai eu de la France, donc je le dis, je rejette la France pour la thanatopraxie à cause de ça. Oui, Moi, c'est ton expérience personnelle et la manière dont tu as été traité en tant que professionnel qui te reste en travers de la gorge. voilà, c'est ça. Et puis alors, quand vous racontez l'histoire aux Anglais, ils vous traitent comme ça en France. Ils disent pourtant, tu es bon, toi. Je dis, ben savoir pourquoi. Alors, c'est vrai qu'il y avait des animosités qui n'ont rien à faire avec la mort. Et là-dedans, j'ai toujours ma préoccupation de perception de la mort. Je m'en suis, tant que j'ai pu, il a fallu vraiment que mon entreprise me lance. Et je pense que la mort m'aurait enfin accepté. Mais sinon, je ne serais jamais parti. Il y a un point qui me semble, alors encore une fois, si je me trompe ou si s'il y a des choses inexactes, arrête-moi. Mais il y a un point qui ressort sur la manière dont tu définis ton métier. Et j'ai plus envie de dire ta mission que ton métier. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une vocation chez toi dans le fait de prendre soin des défunts. On a toujours l'image des thanatopracteurs, en France du moins, à travers les expériences en famille qu'on a pu vivre, qu'il y a ce soin apporté au corps du défunt et surtout effectué à destination des proches du défunt. C'est-à-dire que nous, en tant que proches, on ne soit pas trop choqué par l'apparence du défunt, qu'il ait l'apparence la plus paisible et la plus belle possible, et que finalement on se soucie un peu moins de ce qu'en pensera le défunt, puisque dans une vision matérialiste de notre vie, le défunt est mort, donc il ne pense plus, donc il n'y a pas à se soucier de ce que pense le défunt, de l'apparence. Alors que toi, la définition et l'explication que tu donnes autour des soins que tu prodigues, la première, et là je vais te citer, tu dis: ce que j'aime dans ce métier, prendre soin des âmes en partance pour l'au-delà, afin qu'elles ne soient pas retenues sur terre par un spectacle affreux comme celui de leur corps meurtri. Là, le paradigme est totalement inversé dans la vision que tu as du métier. La première personne à laquelle tu penses, c'est le défunt et la manière dont son âme va réagir à la vision de ce corps qui n'est plus en vie. Oui, alors en fait, pour moi, la thanatopraxie, qui est un terme français, comme on me l'a appris dans les règles de la loi, avec conscience professionnelle, tout ça, il ne faudrait pas que ça existe. On peut très bien s'en passer. Une personne décède, vous n'avez aucune obligation à faire des soins de conservation. Bon, à la base, il faut dire les choses. Moi, Olivier Fuchs, je me suis opposé à ce qu'on fasse des soins de conservation sur mon grand-père maternel, sur ma grand-mère. Ça a entraîné des problèmes, mais il n'y a pas de souci. Il faut toujours faire les choses jusqu'au bout. Comme je disais précédemment, si vous ne faites pas les choses qui sont au fond de vous, vous le regretterez un jour. Et c'est pour ça que moi, je dis Olivier Fuchs en bonheur. Je sais très bien que ça n'a rien à voir avec les techniques d'embaumement des Anglais. Je connais mon métier plus que tout au monde. Si les thanatopathes français ne savent pas faire une conservation de corps autopsié, je le regrette. C'est ce que je faisais couramment en Angleterre. Et s'ils ne savent pas faire sur les enfants, je le regrette. C'est ce que je faisais couramment en Angleterre. Mais il faut savoir que les thanatopathes français, hommes ou femmes, parce qu'il y a des femmes, dans leur globalité, font ce métier avec conscience professionnelle, ils sont irréprochables. Je n'en connais que très 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 peu, mais ce que je perçois d'eux, c'est qu'ils ont une conscience et un respect de la personne décédée. Mais pour moi, que voulez-vous que j'y fasse? L'acte de thanatopraxie, un corps ne peut pas être malmené lorsqu'il va être en partance pour un acte d'hiver, quoi. Ne fais pas autrui ce que tu ne voulais pas que l'on te fie. L'acte de thanatopraxie, c'est un acte qui n'est pas quand même anodin. C'est pas un acte anodin. Pour moi, alors, vous allez dire, oui, mais toi, Olivier, tu l'as fait. Eh oui, ouais, je sais. Je le sais, je le sais. Je ne vais pas dire que je le regrette parce que même si c'était contraire à mes principes, je l'ai fait.
sur des milliers et des milliers. C'est ainsi, ma volonté de savoir ce qu'était la mort, il fallait que je le fasse, avec le respect bien évidemment. Je parle juste de l'acte de thanatopraxie. Hein. Il y a toujours le respect là-bas. Bien sûr. Moi, je voulais être collé au plus près de cette partie que l'on ne voit pas du vivant, qui s'envole ou qui reste un petit peu sur Terre alors que le corps est immobile. Ça a toujours été ma préoccupation fondamentale. C'est pour ça que lorsque j'ai été en Angleterre, j'ai eu, vous savez, la vie n'est qu'évolution entre les êtres humains, qu'ils soient, comment pourrais-je dire, riches ou pauvres, quelle que soit leur couleur de peau. Je veux dire, tout n'est qu'échange entre êtres humains. Il ne faut pas casser ça. Et c'est vrai qu'en Angleterre, je suis tombé par hasard dans le travail sur un embaumeur anglo-saxon qui travaillait dans les astres et qui était en Irak. Vous vous rendez compte, il travaille dans les astres en Irak, c'est donc un embaumeur. Terme de thanatopracteur en Angleterre, pour vous faire plaisir, ils vont dire thanatotracteur. Donc c'est vrai que ça mène à sourire. Et ce type m'a ouvert la porte, entre guillemets, m'a donné une adresse, j'ai envoyé, et je suis rentré dans les désastres. Je préfère m'occuper d'une personne que le corps est déchiqueté, pulvérisé, brûlé, que le corps, alors qu'il faisait 90 kilos, que les restes du corps ne restent qu'à une centaine de grammes. Je préfère m'occuper je considère que c'est une forme plus d'attention, de respect, que lorsqu'un corps, une personne meurt de mort normale, quoi, basique. On meurt de vieillesse, un enfant va mourir de maladie alors qu'il n'est pas écrasé. Tant que le corps est indemne, ben, laissez-le indemne. Mais si le corps est déchiqueté, il faut que dans un désert ou dans une zone, un pays hospitalier, vous devez chercher les morceaux de chair et les morceaux d'os. Franchement, ça vaut le coup de mettre sa vie entre parenthèses pour eux. Parce que la famille ne peut pas aller dans des pays hospitaliers s'ils sont morts d'un accident d'avion, d'un tremblement de terre dans un hôtel. Ils ne peuvent pas le faire. Il faut des types comme moi, quoi, qui le fassent. Ouais, toi, tu as senti que ta place, elle était ici, dans ces désastres, puisque, précisons-le, tu l'as dit, mais donc oui, à un moment de ta carrière, tu es engagé par cette société et tu deviens embaumeur pour cette société qui intervient sur le théâtre de grandes catastrophes, crash d'avions. On avait notamment parlé lors de notre dernier entretien du séisme qui était survenu sur Haïti en 2010, où là on parle de milliers et de milliers de défunts, et donc de milliers et de milliers de corps sur lesquels il faut intervenir pour les accompagner sur cette fin de vie. Cette entreprise t'envoie aux quatre coins du monde. Dans le livre, il y a deux théâtres de catastrophes sur lesquels tu reviens. Le premier, on va s'y attarder assez rapidement, mais j'aimerais quand même en redire quelques mots, c'est Haïti. 2010, il y a un tremblement de terre. Tu es dépêché sur place pour t'occuper des corps. Comment ça s'est passé à Haïti, sachant que d'un point de vue spirituel, on est dans un contexte particulier? Oui, c'était un contexte particulier, hors norme, en dehors de toute mesure humaine. C'était impensable. Il y en avait des milliers des milliers et des milliers. Alors, la problématique, entre guillemets, d'Haïti, c'est que nous ne sommes pas dans le cadre des morts normales, basiques, comme je l'expliquais. Et il y a une différence fondamentale pour le devenir de l'âme. Lorsqu'une personne meurt normalement, enfin normalement, je m'entends, de mort dite naturelle ou de petite maladie, elle a droit, entre guillemets, au grand voyage. C'est-à-dire que l'âme a le temps de se préparer, l'âme va bouger, quitter le corps, le grand voyage va commencer, on va rejoindre cet équilibre grand, équilibre petit, mais, il y a un mais, il y a une impossibilité pour les personnes décédées accidentellement, mais au niveau, comment dire, de plusieurs, que ce soit en nombre ou une mort dite accidentelle extérieure de façon hors norme terrible. Assassinat, meurtre ou génocide. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va décéder dans un accident d'avion, qu'elle va se faire agresser par un serial killer, que c'est en dehors que ça n'a rien à voir d'une mort naturelle, l'âme n'a pas le temps de se préparer.
L'âme, comme je vous le disais, il y a un processus qui existe. L'âme n'a pas le temps de se mettre à bouger pour se préparer à partir. Et le fait que l'âme n'ait pas pu se préparer, ne peut pas bouger pour partir, ça va la bloquer dans la matière même du lieu de décès où a eu lieu le décès. Un accident d'avion, l'impact de l'avion. Vous allez sur le lieu d'un crash, vous avez des âmes qui restent. Et à Haïti, en fait, c'était des âmes en perdition qui étaient collées à la matière même du lieu où se trouvaient les cadavres. Parce que il y avait quand même pas des cadavres d'êtres humains. Vous avez aussi les animaux, je veux dire. Je parle d'êtres humains, mais bon, les animaux, ils sont aussi. Les animaux étaient comme les êtres humains, mélangent la terre de façon inerte ou aux branches de bois ou à des Mhm. choses hétéroclites. C'était en dehors de tout, quoi. Comment faire avec justement ces âmes mortes de manière brutale, en gros qui n'ont pas le temps de se préparer à ce passage vers l'au-delà, qui restent bloquées, ancrées sur le périmètre du désastre? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place par des gens comme toi? J'entends des gens comme toi avec des capacités médiumniques. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour aider ces âmes à poursuivre leur chemin, ou alors est-ce qu'elles restent ancrées et piégées de manière irrémédiable dans notre matérialité? Alors, moi, à mon niveau, je veux dire, par rapport à ce que je vous ai fait percevoir, quoi, honnêtement, je sais pas ce qu'il y a pour les aider. Pour moi, honnêtement, dans toute la répétitivité des cas que j'ai perçus, euh, l'âme est toujours restée bloquée. Mais même des siècles en arrière, je veux dire, ou des décennies en arrière, c'est un instant présent, il y a eu des meurtres, des assassinats de masse il y a 30, 40 ans, l'âme reste bloquée dans la matière humaine. Alors, C'est pas comment rassurant du tout ce que tu nous dis. ben, peut-être que c'est moi qui, à ce stade-là, n'ai pas la perception nécessaire, n'ai pas la capacité pour leur permettre de sortir de cette matière. Je veux dire, là, je vais pas vous mentir. Non, mais c'est une excellente chose. Parle-nous justement de comment toi tu vois et comment tu as vécu ces choses-là. Dans la répétitivité des cas, quelle que soit la période où ça s'est passé, j'ai toujours été face à des âmes qui étaient restées dans la matière. Alors, quand on reste dans la matière, ça veut dire il y a le bois, il y a la terre, les briques. C'est pour ça que si jamais un jour vous déplacez des âmes mauvaises, parce que les êtres humains qui décèdent, vous avez des êtres humains qui sont bons, et vous avez des êtres humains qui sont mauvais. Je veux dire, toute la composante est là. Je veux dire, si vous déplacez de la matière, vous avez des esprits néfastes qui sont dans la matière de par cette mort dite traumatique, je sais pas comment vous direz, et vous transportez la matière. Il n'y a qu'une exception qui peut, enfin, c'est le feu. J'ai remarqué que le feu efface cette connexion de dite De d'âme l'âme de avec matière. la matière dans laquelle elle s'est ancrée. Ouais. Il n'y a que le feu. C'est assez D'accord. extraordinaire. Alors, pour dire, je ne sais pas. Mais tout ce que j'ai perçu dans, comme on dit, vous savez, un phénomène scientifique qui se reproduit, on dit oui. Et là, dans la répétitivité du cas, ça s'est passé comme ça. Ça a toujours Et été comme ça. n'est-il jamais arrivé, quand tu t'occupais à Haïti ou sur d'autres théâtres de catastrophes, quand tu t'occupais de corps, tu fais souvent en sorte que déjà, dans un premier temps, le défunt comprenne qu'il est décédé. Parce que certaines âmes ne comprennent même pas que leur corps s'est arrêté de vivre. Est-ce que ce simple fait de faire prendre conscience à l'âme que son incarnation s'arrête ici ne lui permet pas, même si elle est morte de manière brutale, euh, lui faire comprendre qu'elle est décédée et du coup qu'elle puisse poursuivre sa route? Tu n'as jamais eu observé, toi de ton côté, une âme qui, une fois ayant pris conscience du caractère définitif de la mort de son corps, a pu poursuivre sa route de manière sereine, en mode bon, bah, c'est bon, j'ai compris, tout s'arrête là, je poursuis ma route? Non. Moi, ma perception s'est toujours arrêtée là. J'ai perçu des âmes qui venaient à moi parce qu'elles étaient perdues. Elles voulaient récupérer quelque chose, on ne comprenait pas ce qui s'était passé. Mais après, pour leur permettre de reprendre ce qui leur avait été privé de par cette mort accidentelle, d'avoir accès au grand voyage, non. Là, je ne sais pas, moi. Moi, j'ai tout être humain a des limites. Moi, ma limite, elle est basée là.
je ne peux pas leur permettre de se... Alors, est-ce qu'il y a une loi cosmique? Je pense qu'il y a une loi. Peut-être pas une loi au sens juridique du terme. Il y a une loi cosmique qui fait que, ben, lorsque ça se passe comme ça, on ne peut pas en sortir, puisque ça se perdure dans le temps. Il y a des origines qui sont, il y a des siècles en arrière, ou des décennies, ou pendant 39-45, ou des périodes comme ça, je veux dire. Alors, il y a une autre activité qui arrive. Alors, toi, c'est pas quelque chose que tu pratiques de ce que tu nous dis. Moi, j'ai certains amis et certaines connaissances qui prétendent le faire. C'est ce qu'on appelle des passeurs d'âme. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'échanger, de rencontrer ces gens qui, tout comme toi, dotés de capacités médiumniques, prétendent avoir développé la capacité d'aider ces âmes à se détacher de la matière et à poursuivre leur route dans l'univers? Alors, non, je n'étais jamais en contact avec des passeurs d'âme. Je le regrette parce que en moi, je sens qu'ils ont quelque chose de fondamental. Moi, tout ce qui peut se passer, c'est que je peux aller dans un endroit géographique et reprendre pas cette connexion, mais reprendre cette connexion de ces âmes qui sont enterrées. Mais c'est vrai qu'après, il faudrait qu'un passeur d'âme, nous soyons deux, si lui ne les perçoit pas, je lui dis, tiens, elles sont là, elles sont dans cette matière ou légèrement au-dessus du sol, et lui dire, écoute, vois-les, tu es déjà conçu en tant que passeur d'âme, tu es conçu. Vous voyez, je dis, tu as pas un don, et tu as une attitude qui te permette de prendre le relais, parce que là, c'est un relais pour leur permettre de sortir de cette matière en tant que passeur d'âme. Oui, il y aurait une synergie, il y aurait une synergie à créer entre ce que toi tu apportes à ces défunts et ce que d'autres, avec d'autres manières de fonctionner, pourraient apporter pour l'accompagner l'âme vraiment jusqu'à sortir de cette matière dans laquelle nous sommes enfermés. Ça pourrait être une forme de collaboration, même si je suis quelqu'un d'individualiste, de solitaire. Mais vous savez, la recherche de la vérité, il faut ouvrir tous les horizons, je veux dire. Même celui qu'on ne pense pas que à cause de son apparence extérieure, il faut avoir beaucoup de respect pour tout être humain, je veux dire. Et c'est vrai qu'un passeur d'âme, j'ai pensé souvent, je le reconnais, j'ai pensé, je sais qu'ils ont des aptitudes. Alors, se déplacer sur un lieu où il y a eu un génocide, mais c'est traumatique parce que si je me déplace avec une personne, ouais, tu vois, Guillaume, je vais me faire une erreur. Je vais me dire, si je me déplace, je vais utiliser le terme je en me centralisant sur moi-même. Si on se déplace sur un théâtre vous voyez, je dis théâtre entre guillemets, où il y a eu un génocide, mais là il faut faire attention parce que je vais être face à ces âmes d'êtres humains décédés qui sont dans la matière, elles sont en souffrance. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui comprennent pas pourquoi elles sont bloquées? Je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de souffrance. Les camps de concentration, les gens qui sont décédés dans les camps de concentration. J'ai pas de mots pour dire l'énormité, l'atrocité, tout ça. Les gens qui meurent dans des accidents d'avion, tout ça, mais il faudrait les placer sur un lieu, à deux, mais pas à deux pour se donner de la force. Hein, parce que ça, c'est l'échec. Il faut que les deux personnes, la personne et moi-même, soyons équivalentes en potentiel et faire ce que tu as dit. Mais moi, je m'arrêterai à une certaine approche parce que j'en ai pas. Moi, je suis comme j'étais gamin. C'est tout, ça s'arrête là. Oui, oui, mais c'est toujours bien de reconnaître ses limites, si tant est que ça en soit. Mais il y a quelque chose à creuser. Alors, il y a un point que tu viens d'aborder sur ces âmes qui s'ancrent dans la matière, qui environne le lieu de leur décès, parce que tout de suite, ça ouvre tout un champ de réflexion autour des phénomènes de hantise. Je pense, tu sais, alors on est dans un grand classique du paranormal et là on est dans le côté un peu plus entertainment, mais je pense à ces poupées à qui on a attribué des capacités maléfiques de hantise, à tout un tas d'objets qui sont devenus plus ou moins cultes, pardonne-moi l'expression, dans le milieu du paranormal où on parle d'objets possédés, etc. On pourrait être dans ce cas-là d'âmes qui ont reporté leur incarnation sur ces objets-là et leur matière, puisque n'ayant pas pu poursuivre leur route. Dans le livre, tu parles d'un cas très précis, qui est celui d'une morgue
dans un pays étranger dans lequel tu es amené à intervenir. Et tu parles d'attaques que tu as subies, toi et un autre embaumeur avec qui tu travaillais sur place, parce que cette morgue avait été construite avec des matériaux prélevés sur une scène criminelle, une scène de meurtre de masse. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails et comment s'est déroulé cet épisode-là? Mais je crois que là, j'ai eu beaucoup de chance de m'en sortir. Parce que franchement, bon. Donc on se déplaçait dans ce pays en 4x4, puis on s'arrête au bord de la route parce qu'on voit un attroupement de gens et donc ces gens font des signes. Donc mon super va les voir. Il revient, il me dit oui, il y a eu un meurtre de jeunes de personnes, trafic de drogue. Donc pour faire l'exemple, ils ont tout découpé en morceaux, donc tout ça, ça traînait à droite et à gauche, tout ça, donc peu importe. Donc, il me dit, écoute, on va rendre service parce qu'il y a la police. On va rendre service à la police, c'est eux qui nous le demandent. Je leur ai dit qu'on était spécialisés pour ça. Ah, ben, ils ont dit, ça tombe bien, est-ce que vous pouvez nous aider? Vous savez, la police d'un pays comme ça, il faut toujours les aider, dans les règles de la loi. Donc, il dit, ils ont besoin d'une personne pour la morgue parce que le type n'y est plus. Celui qui avait la morgue, il a disparu. Bon. Olivier, est-ce que tu veux y rester? Moi, ça me dérangeait pas trop. Sans plus, c'était une façon à moi d'aller encore au-devant des gens. Bon, je reste, tout ça. Ensuitement, vous savez, des briques faites avec de la terre compactée, mais c'est un truc très sommaire. Pour l'évacuation du sang et des liquides divers, il y avait un tuyau d'arrosage. C'était un truc pas de la préhistoire, mais c'est un truc basique, de la tôle ondulée sur le fond. Je travaille, et à un moment donné, on était presque fini, la porte il n'y avait pas de porte, donc je dis l'entrée devient noire. Alors mon collègue va voir, il me dit derrière, je comprends pas, il y a quelqu'un qui est venu, je comprends pas. Et à un moment donné, je me suis senti pas bien, je me suis senti projeté à terre. Alors, je vais dire malmené, c'est pas le terme, mais agressé physiquement. Et je vois le type qui était avec moi, qui était de la région, se convulser sur le sol. Et là, on sent une agression. On était tombé en pleine obscurité parce que l'entrée était devenue obscure, donc on était dans le noir. Et exactement, il y avait des personnes qui essayaient de nous tuer parce qu'il y avait une certaine violence, il y avait une agressivité physique sur nous et on en sentait les coups. Donc moi, je me recroqueville pour échapper aux coups, j'essaye de me relever, mais c'était impossible, et mon collègue faisait de même. Et puis on voit de l'autre côté la porte la lumière qui revient dans le trou, et on voit tout le monde qui tape. Il ne pouvait pas rentrer dans l'embrasure de la porte. Donc ça s'est arrêté, mais au fond de moi, je sens, et bon, il y avait eu des cris, je sens au fond de moi qu'on est passé à deux doigts de décéder. Vous le sentez, hein, vous savez, quand vous avez une agression, vous le sentez comment sont les personnes en face. Si elles veulent vraiment tuer ou pas. Là, il y avait l'instinct de tuer. Donc on s'en sort tant bien que mal. Enfin, ils viennent à nous, ils accourent dans la morgue, ils nous sortent à l'air libre, ils se servent du tuyau d'arrosage. Donc il y avait du sang séché pour m'asperger le visage. Et à mon collègue, pour qu'on sorte de là où on était vraiment dans le tirage complet. Il me dit, mais on ne pouvait pas rentrer parce qu'il y avait un mur invisible qui s'était créé, un genre de mur invisible, et ils nous ont empêchés de rentrer. C'est pour ça qu'on tapait. On voyait que vous n'étiez pas bien. Donc, et là, lorsqu'on était dehors par terre et qu'on nous aspergeait toujours avec le jet d'eau, il y a un monsieur qui sort de l'assemblée qui dit, je vous l'avais dit qu'il fallait pas construire la morgue avec ça. Alors, comment ça? Puis bon, il déballe l'histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des années en arrière, il y avait des femmes et des enfants qui étaient dans un village à côté. Oui, c'est ça, dans un village à côté. Et il y a des gens qui sont arrivés, des tueurs, des machettes, des couteaux. Ils s'étaient drogués à des drogues que l'on prend. Et pour faciliter le meurtre et l'assassinat, ils avaient bu. Vous savez, quelquefois, les cachets des drogues illicites, ça ne suffit pas. Il faut prendre de l'alcool. Je vous dis ça parce que j'ai vu beaucoup de cas comme ça. Les tueurs ont besoin de faire ainsi. Donc, ils ont pris de l'alcool, ils ont massacré les femmes et les enfants qui restaient, ils ont foutu dans les buissons. Et là, il y avait des pierres. Et un jour, ils se sont servis de ces pierres pour construire la morgue.
Et le monsieur disait, je le savais, je vous l'avais dit, il se passerait des malheurs dans cet endroit. Donc en fait, ces pierres qui renfermaient ce passage à l'acte du meurtre de par ces gens, c'était bien resté coulé dans la matière qui avait été transportée. Vous pouvez Oui, transporter des esprits maléfiques sur des kilomètres, des centaines de kilomètres, comme un bout de bois qui va avoir l'esprit maléfique qui va être véhiculé par l'océan, arriver à notre continent. Tout s'explique, il n'y a rien d'irrationnel, je veux dire. En tout cas, cette histoire est l'illustration de ce que tu expliquais sur le fait que des personnes et des âmes décédées de manière brutale restent en quelque sorte ancrées dans la matière qui entoure le lieu du décès. Le dernier point, Olivier, que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, alors il y en aurait des tonnes, on pourrait passer des heures, mais déjà je voulais te dire un grand merci de nous avoir consacré tout ce temps-là pour répondre à mes questions et partager ton expérience et ton témoignage avec le Nuréen. Il y a une autre scène de catastrophe sur laquelle tu es intervenu, une scène qui a été mondialement dévoilée, mondialement, comment dire, médiatisée, voilà, c'est le mot que je cherchais. En 2015, un avion de la Germanwings se crache dans les Alpes. On apprend peu de temps après que c'est le copilote de l'avion qui, de manière délibérée, a projeté l'avion sur la montagne, tuant des dizaines et des dizaines de personnes à bord de l'avion. Ce crash de la Germanwings a fait la une des médias. Une chose qui n'a pas fait la une des médias, c'est la manière dont on s'est occupé du corps de toutes ces victimes. Et en l'occurrence, c'est ta société qui a été en partie dépêchée sur place pour prendre soin de ces corps. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte dans lequel tu as appris que tu allais devoir te déplacer sur le site de ce crash d'avion et prendre en charge l'embaumement et la gestion des défunts du crash de la Germanwings? Oui, alors, bon, bien évidemment, tout le monde a vu à la télé cet avion qui s'écrase. Quelque temps après, je reçois un coup de téléphone de mon employeur, celui avec qui je suis sous ses ordres dans tous les astres, il me dit Olivier, si tu veux, tu peux aller sur l'avion qui s'est écrasé. Bon, une expression professionnelle. Je dis oui, il n'y a aucun problème. Je donne l'adresse, je me déplace. Et après, donc, c'était mon entreprise qui était mandatée par la compagnie d'avion ainsi que le procureur de la République qui donnait pouvoir pour s'occuper donc des défunts après l'identification ADN qui avait été réalisée par la gendarmerie nationale française. D'ailleurs, au passage, je me permettrai de dire que ces gens de la gendarmerie nationale française, même si on les a vus comme ci, comme ça à la télé, sur le lieu du crash, travailler, ils ont fait un travail qui est considérable. Et j'ai un profond respect pour eux. Voilà, c'est ça que je voulais dire dans les médias. Donc j'ai été mandaté pour travailler, pour récolter, enfin pas pour récolter, pour après que l'identification soit terminée, m'occuper des restes, parce que ce ne sont que malheureusement des restes humains, selon un processus qui avait été établi à l'avance, de m'occuper d'eux jusqu'à ce que la mise en pierre soit réalisée et qu'après les cercueils soient envoyés aux familles. C'est vrai qu'à l'époque, après, moi je me suis coupé du monde. Hein. Je suis resté plusieurs semaines en autarcie. Je considère que sur des catastrophes comme ça, et en règle générale et en particulier pour ce cas, il faut mettre sa vie entre parenthèses. Il ne faut pas travailler le jour, faire une coupure, rejoindre sa famille, non. Donc moi, j'ai mis ma vie en parenthèse, j'ai vécu en autarcie, donc avec quelques personnes avec qui nous travaillons. Donc j'étais le seul, allez, je vais le dire, embaumeur, allez, on va dire français, qui travaillait sur cette opération sous les ordres d'un médecin légiste et avec deux aides thanatopracteurs français. Donc j'avais les pleins pouvoirs. Et les aides nous aidaient parce que les corps, il faut les manipuler, les soulever, les mettre sur une civière qui sont à plusieurs mètres au-dessus du sol. Donc mon travail étant réglé par avance, j'attendais les directives qu'on me donne. Donc là, en fait, il faut me considérer comme dans une entreprise de maçonnerie, comme le manœuvre de l'entreprise. J'étais un simple manœuvre, enfin, c'est un manœuvre, je m'entends, qui travaille. Ça, c'est pour l'organigramme de la société qui m'embauche.
Donc, on commence à travailler et c'est vrai que certaines manifestations se sont pas déclenchées. Mais j'ai perçu certaines manifestations, alors même que quelque part, qui est resté secret dans le sud de la France, où les corps étaient reçus. Donc, on avait mis en place une logistique pour les recevoir avec respect. Mais c'est vrai que tout le monde qui était sur site avait une approche d'un respect qui est monumental. Alors, pour un simple thanatopracteur donc, qui a été jeté par sa première entreprise, c'est vrai que bon, c'est une forme de reconnaissance, on va dire. Et chose paradoxale, qui je rencontre, un ancien chef de service qui m'a embauché, qui m'a fait de cadeau, et qui après qui disait, ben, c'est grâce à moi qu'il en est là. Donc ça, c'est une parenthèse que je fais. Donc, ayant vécu, vivant en autarcie avec tout ce monde, je n'appelais même pas ma femme. Vous vous rendez compte? Mais elle a compris qu'on n'était pas à dimension humaine, qu'il fallait s'occuper de ces personnes avant tout. On ne peut pas tout faire. Donc c'est pour ça que ça a duré plusieurs semaines. Quand on voyait à la télé, les gens dans les médias, les journalistes ne comprenaient pas pourquoi ça n'allait pas plus vite. Mais ça ne pouvait pas aller plus vite. Déjà à la base, il s'agit d'êtres humains qui étaient sous la forme de quelques grammes ou du corps semi-entier. Et le respect qui était dû, en dehors du processus très rigoureux du travail qui était imposé à juste titre, on ne pouvait pas aller plus vite. Mais ça, c'est la partie non visible, hein, comme tu le disais, de l'événement, qui était colossal. Voilà la philosophie d'approche de cette... Et heureusement que j'avais une excellente commission clinique, parce que c'est le travail, pour ceux que ça tenterait, mais je pense que ça ne tentait personne. Les journées commencent à 5 heures du matin et finissent à 18 heures, voire 20 heures, et quelquefois vous travaillez dans la nuit. Il faut soulever des centaines et des centaines de kilos. Quelquefois, vous passez de 10 minutes d'attente parce qu'il faut attendre un ordre ou à plusieurs heures. Et puis à l'époque, il y avait la chaleur. Donc c'est vrai qu'il faut une constitution physique hors norme. Vous savez, dans la vie, tout ce que vous faites a une utilité. Si vous faites un geste pour votre prochain, à l'aider, ça se passera bien. Vous aurez un retour positif. Pour moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de servir l'armée française au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, et j'en ai gardé le niveau physique. Et sans ce passage au 6e RTIMA à Mont-de-Marsan, je pense que je n'aurais pas pu continuer physiquement, parce qu'il y avait des lourds équipements qu'il fallait manœuvrer. Et je me rappelle d'un aide qui a été fatigué, et tellement il était épuisé, c'était fait des entorses. Alors ça, et là-dedans, bien évidemment, c'est des fins qui formaient une forme de supplice, que ce soit individuellement ou collectivement. Je ne sais pas si je peux parler de la mère et de l'enfant. Si, c'est un des témoignages que tu apportes dans le livre qui est relativement touchant. Donc, il y en a quelques-uns autres dont j'aurais aimé parler avec toi, mais on peut commencer par celui-ci parce qu'il me semble important. Alors, ça faisait depuis un moment donné que je sentais quelque chose. Je le sentais, mais je ne le percevais pas. Et puis, une supplique, hein. C'était quelque chose de douloureux, c'était une personne qui n'était pas bien. Je me posais des questions. Et puis, pas dire un collègue de travail, pas un confrère, mais quelqu'un avec qui j'étais, qui me dit, mais tu sais que dans ces 105, l'avion avait 150 personnes qui je vais faire un décompte, une, deux, trois, quatre, 5 secondes, entre le moment de l'impact et tout le monde était mort, il s'est passé 5 secondes. Donc, nous ne connaissons pas la vie des gens, hein, on ne savait pas, on voyait les fiches qui étaient bien spécifiées, il n'y a jamais eu d'erreur, tout ça. Et il y avait une mère et sa fille. La fille était en bas âge. Il me dit, la maman est décédée, la fille est décédée. Je suis à l'eau. Puis, je réfléchis, je garde parce que je travaille avec une combinaison blanche et un masque. Puis je réfléchis, je vais m'asseoir au soleil et à l'écart de tout le monde, et puis je pense, je ne réfléchis pas, je pense. Et puis là, cette supplique que j'avais, comment on va dire, perçue, en fait, c'était l'enfant qui était, qui s'était fait pulvériser dans l'avion, qui voulait rejoindre sa maman.
Alors je lui dis, écoute, je reviens le voir, je lui dis pas comment, pourquoi, du comment, j'avais notion de ça, perçu ça. Je lui dis, tu sais, la mère et la fille, moi je sais pas, mais elles aimeraient bien être réunies ensemble. Et il me dit, tu as raison. Je n'osais pas le dire, mais tu as raison. Donc, il a fallu faire selon un protocole rigoureux, parce qu'il y a des étiquettes, il y a des fiches identificatives. Vous savez, c'est très, très rigoureux. Il y a, pour pas qu'il y ait d'erreur, tout ça. Il a fallu, sur un processus qui a duré plusieurs temps, changer tout ça pour leur permettre de réunir. Alors, j'écoute, il me dit, il vient me voir un après-midi, il me dit, ça y est, tu peux le mettre. Il vient avec moi avec les fiches, il me dit, voilà, tu prends la housse là. Elle était face à moi au deuxième étage des civières métalliques. Je prends la, je prends la maman. Vous voyez, Oui. bon, C'est des souvenirs qui sont émotionnellement très chargés, ça j'arrive à le comprendre alors facilement, Olivier. je prends la maman dans les bras et je vais la porter sur la civière. Et je demande donc à mon collègue, je dis, mais est-ce que je peux mettre l'enfant à côté d'elle? Parce qu'une civière, une personne. Il dit oui, c'est marqué, il y a l'accord des supérieurs. Donc, je vais prendre la petite fille, 100 grammes. Il ne restait plus rien, c'était. Et puis, bon, vous savez, 100 grammes, il reste 100 grammes de son corps, quoi. Une petite fille, je ne me rappelle plus de quel âge elle avait, mais elle n'était pas très grande. Donc, je la prends dans mes, enfin, je la prends dans mes bras. Je la prends dans mes bras. Il faut que, vous voyez, quand vous avez de la peine, au moment je vais faire une digression, quand vous avez de la peine au moment du décès d'un de vos proches, il faut pas que vous laissiez vous envahir ça, parce que ça va vous empêcher de voir votre défunt. Je prends la petite fille dans mes bras comme on prend un nouveau-né, même si elle avait que 100 grammes, et dès que je l'ai mise à côté de sa maman, les pleurs et la supplique se sont arrêtés. Et mon collègue m'a regardé, il a soufflé, il m'a dit, ah, c'est bien. Bon, nous n'avons pas parlé parce qu'il y a une forme de pudeur à ce stade-là. On ne va pas parler de gens qui sont décédés dans des circonstances aussi dramatiques. Mais ça s'est arrêté, la douleur qui régnait dans l'atmosphère s'est arrêtée complètement. Alors vous avez vu que j'avais un peu d'émotion, enfin un peu de l'émotion, mais bon, je suis pas un robot déjà. Mais il faut se reprendre. Il ne faut pas que l'émotion vous envahisse et vous empêche de faire des choses. Il ne faut pas que l'émotion vous empêche de serrer dans vos bras vos défunts, parce qu'eux, ils en ont besoin. Mais vous ne le voyez peut-être pas. Mais faites-le, surmontez ça. Merci, merci de ce précieux conseil et merci infiniment de ce témoignage, Olivier. Je sais que c'est pas forcément toujours facile de revenir sur ces vécus-là et je te remercie de le faire pour nous. Pour terminer sur ce dossier du crash de la Germanwings, alors c'est toujours compliqué de classer 150 vies passées à trépas derrière ce terme dossier, les gens m'en excuseront. Il y a notamment un autre passager dont tu t'es occupé des restes, et au contact des restes du corps, tu as comme un flash, encore une fois on peut parler de flash médiumnique, et tu revis tu revis, en tout cas tu perçois ce que ce monsieur a vécu avant le crash et avant que sa vie ne prenne fin. Là aussi, comment ça se passe et comment on arrive à gérer émotionnellement le fait de revivre à travers le regard d'un autre une scène de désastre et d'une grande douleur. Oui, ce n'était que dans cette vision que j'ai eue, dans cette, on va dire, connexion. Euh, ce n'était que douleur. Donc, ça s'était passé pour ce monsieur, ça s'était passé pour deux autres personnes. En fait, quelque temps avant qu'il ne décède, euh, j'ai perçu d'une part leur souffrance, et puis comme un film qui va en arrière, qui recommence. Je les ai vus dans l'avion, mais le drame qui s'est passé, la douleur qu'ils ont eue, c'est lorsqu'ils ont vu qu'ils étaient presque au niveau de la terre. Lorsqu'ils ont perçu que les montagnes étaient à portée de main, il n'y avait plus aucune chance, et là, ils ont su qu'ils allaient mourir. Et c'est vrai que l'habitacle de l'avion, le cockpit, tout ça, je veux dire,
Ce n'était que souffrance et malheur, quoi. Il y en a qui se sont battus entre eux, qui voulaient, mais c'était une forme d'apocalypse. Les derniers mètres, les dernières centaines de mètres que l'avion a fait, ce n'était que douleur, parce que l'avion pèse plusieurs tonnes. Et ces avions vont à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Alors imaginez un monstre d'acier qui va percuter une montagne à plusieurs centaines de kilomètres heure. Comme je vous le disais, entre le moment donné où l'avion percute la montagne et tout le monde est mort, il y en a pour 5 secondes. Ouais. Mais ça doit être d'une violence inouïe de le vivre à travers ces capacités intuitives pour toi. Comment on arrive à gérer ce genre de vision? Ben, on gère rien, on laisse faire le fil conducteur. Alors c'est vrai qu'il faut, je pense que, comment on pourrait dire, tout ce comment ce comme je suis j'étais au départ gamin, je le suis encore. C'est de la compassion. Euh, Y opposer une forme de résistance, c'est la meilleure des façons de casser, je veux dire. Je suis comme j'étais gamin. Je n'ai pas, bon, bien sûr, j'ai changé. Tu vas me dire, oui, tu as plus 4 ans, tu as 60 ans, Olivier, allons, allons, bon, Mais super. l'âme d'enfant est restée là. L'âme d'enfant est restée là, c'est le réenchantement ici et permanent qui est resté là. Et je savais que c'est vrai que quand vous êtes en phase avec des événements catastrophiques, si vous opposez une forme de résistance pour surmonter, vous n'y arriverez pas. C'est pas bon. Il faut de la compassion. Si vous sentez que vous allez pleurer, que vous allez sentir une émotion, ne ce fût une once, avec votre respiration, commencez à respirer lentement, 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 pour que votre cœur ne s'emballe pas dans l'émotivité. Parce que si votre cœur s'emballe, c'est pas bon. Vous perdez la connexion, vous perdez en phase soit de l'approche de vos défunts, soit avec un événement catastrophique. Et moi, je suis comme ça, je veux dire, bon, c'est vrai que j'ai eu l'émotion pour la mère et la fille. Pourquoi? Moi, j'ai pas d'enfant. Bon, c'est comme ça que ça s'est fait. Mais il faut le calme, la compréhension, l'empathie sont les portes d'ouverture, sont les passeports. Pensez à votre âme, pensez à votre prochain, et vous aurez, et vous recevrez tout, quoi. Merci C'est comme infiniment ça qu'il pour... faut procéder, Guillaume. merci beaucoup Olivier pour ces précieux conseils. Moi je tiens à dire pour terminer cette émission que... Alors je sais, je le dis souvent, que j'aime beaucoup les livres que je vous présente les amis lors des différentes émissions sur Nurea TV. Parce que si je vous les présente sur Nurea TV, c'est forcément que j'estime qu'ils méritent d'être partagés. Euh, Ce livre, et pourtant, encore une fois, Olivier, bah, c'est pas le premier livre que tu présentes au public. J'avais beaucoup apprécié les précédents, mais à titre de curiosité. C'est-à-dire que bah, tous ces phénomènes que tu décrivais, encore une fois, c'est assez extraordinaire à découvrir. Je dois reconnaître toutefois que ce dernier livre m'a amené à réfléchir intérieurement beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Euh, Ça fait partie des livres qui marquent. Donc rien que pour ça, je voulais t'en remercier grandement. Euh, c'est des livres qui amènent à se repositionner, à rechercher, à donner du sens à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, et ce vers quoi nous allons. Donc j'espère, quoi qu'il en soit, que cette émission incitera certains d'entre vous à creuser un peu plus le sujet, peut-être à vous procurer ou à emprunter à la bibliothèque. N'hésitez pas les amis, quand des livres sont présentés sur Nurea TV, vous pouvez aussi demander à vos bibliothèques locales de le commander, qu'il soit accessible au plus grand nombre. Bref, il y a plein de choses à mettre en place qui permettent de diffuser ces témoignages-là, qui je pense sont une richesse pour nous, êtres humains. Et moi, je voulais te dire un grand merci, Olivier, pour tout ça. Et j'espère que vous serez nombreux à vouloir découvrir ce dernier livre d'Olivier Anfou, Ce que la mort m'a dit. Avant de se quitter, je voulais prendre allez, 30 secondes pour lire un tout petit passage du livre qui me semblait important. Et si tu le veux bien, Olivier, à moins que tu aies un dernier mot à nous dire, on se quittera là-dessus. Je dirais simplement, avant que tu lises le livre, bon, tu disais que je t'ai apporté, mais bon, j'ai écrit un livre, d'accord. Mais comme toi, tu as parlé, à des moments donnés de ta parole,
exprimé, qui m'a apporté des choses. Et ça, c'est l'échange entre les êtres humains est déjà le début. Nous ne sommes que le maillon d'une chaîne qui s'étend. Et au-delà des apparences du monde extérieur où la tempête sévit, la main tendue est déjà le premier pas pour la compréhension de l'amour. Ça peut paraître hermétique, mais je peux vous dire de mon expérience, 60 ans, de ma vision que j'ai de l'univers, que la main tendue vers son prochain et vers les animaux, vers toutes les formes de vie qui vivent sur Terre, est déjà le début de tout pour vous, pour l'approche de la mort. Voilà qui est dit. Je vais même aller, allons plus loin et dévoilons des choses assez personnelles. Le jour où j'ai lu ton livre, la nuit qui a suivi, je pense que ça m'a travaillé et je me suis réveillé le matin avec une phrase, mais qui, tu sais, qui venait de manière répétée. Tu sais, pas une phrase que tu as mentalisée, mais une phrase qui te venait naturellement. Cette phrase, je vais vous la dire, elle tournait en boucle dans ma tête dès le réveil. C'était: nous n'emmènerons vers l'au-delà que ce que nous avons su partager ici-bas. Voilà. Je laisserai chacun réfléchir sur cette phrase qui à mon avis, a été inspirée directement de la lecture que j'avais de ton livre. Et je finis par un court extrait, si vous le voulez bien. Il faut aller au plus profond de soi pour découvrir cette petite lumière qui vous éclairera dans l'obscurité d'une nuit sans fin. Le tumulte est dehors. La vie en société est ainsi. Ce bruit de fête foraine couvre les appels au secours de ces êtres humains dans la peine et la souffrance. Couvre les aboiements, les cris des animaux, des insectes sur l'autel de l'indifférence. Si l'être humain développe sa conscience, il pourra de son vivant accompagner son défunt après que la mort a rendu le corps immobile. Se servir de l'âme pour arriver sans encombre à cette vie après la mort, c'est être immortel. Merci beaucoup Olivier, et j'espère à une prochaine fois sur Nurea TV. Je te remercie, Björn. Mes chers Nuréens, merci à vous, merci déjà pour celles et ceux qui étaient présents mercredi soir et qui nous attendaient impatiemment en live. Vous avez constaté que nous avions fait le maximum. Nous avons tenu à très rapidement enregistrer et vous présenter cette émission. Voilà, c'est chose faite. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission en notre compagnie. Je n'ai plus qu'une chose à vous dire, les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Au revoir.